Vous êtes à l'antenne du 96.9, la radio alternative. Nous émettons directement des studios de CJMD à Lévis. Mon nom est Jean Cazot. Vous êtes les bienvenus à cette émission très particulière. Les faits maudits. Salut, bienvenue à tous et à toutes. Et voilà. Ben, je dis ça parce que, oui, puis là, ça marche. ça marche, je suis bien content. La semaine passée, maintenant, on s'excuse pour la semaine passée. Il n'y a pas eu d'émission, malheureusement. Cette émission-là, c'est une émission de radio. Qui dit radio dit technique, qui dit technique dit... Voilà. Et c'est ce qui est arrivé. De temps en temps. Là, c'est réglé, on l'a arrangé. Tout marche, on est dans le top notch et ainsi de suite. Bon, écoute, aujourd'hui, moi, je reçois Jean Morissette. C'est sa deuxième visite et il va venir nous parler de la thématique de Rennes-le-Château, le fameux trésor que tout le monde cherche. On se demande s'il est pas là. C'est toute une histoire, ça. On va embarquer là-dedans tout au cours de l'émission. Et on va échanger là-dessus, mais ça nous permet toujours d'aller des fois là, un petit peu dans toutes sortes de directions. Ça peut aller loin. Ouais, ben c'est ça, il y a toutes sortes de choses. Jusqu'à OKLN, même. Ça implique, c'est ça, ça implique beaucoup de choses, les Templiers, puis ainsi de suite. Alors ça va être très intéressant. Moi, je vais juste je vais vous parler de petites nouvelles, des petites choses là, dont je voudrais vous dire. Notamment, j'ai mis sur mon site récemment 3 articles que je pense pas mal intéressant parce que c'est toute la fameuse thématique que les gens me demandent. Bon, tu sais, on parle beaucoup de présence d'extraterrestres, puis est-ce qu'ils sont ici, puis alors ça c'est un maudit gros morceau là à aborder. Alors j'ai mis 3 articles. Le premier dit nous ne sommes pas des naturels sur cette planète. Vous irez voir ça. Mon site c'est facile. Faites mon nom puis vous mettez ça sur Google parce que l'adresse est trop compliquée puis je m'en rappelle jamais. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Et là vous allez trouver ces articles là. Ça c'est un livre qui vient d'être publié par un médecin, un type qui s'appelle Alice Silver. Connaissais-tu toi? Non. Bon, moi non plus. Mais j'ai trouvé sa démarche bien intéressante, parce que de la façon dont il parle, lui dit qu'une espèce indigène versus une espèce allogène, tu sais. Alors, une espèce indigène, c'est comme, je sais pas, moi, l'orignal, mettons. Tu sais, ça vient d'ici, c'est né ici, puis c'est fait pour être ici, puis ça a jamais eu de trouble à vivre ici, parce que c'est indigène. D'accord. Par contre, quand on va chercher des lamas, il y a du monde là qui vont chercher ça des fois. Oui. Même il y a des kangourous, j'entends souvent, c'est ça. Ben ça c'est allogène, ça veut dire ça vient pas d'ici. C'est aussi simple que ça, c'est pas né ici, ça vient pas d'ici. Lui il dit que la race humaine est allogène. Okay. Elle n'est pas indigène à cette planète-ci. Et il donne comme explication, et je trouve que ça se tient ce qu'il dit. Parce que tu sais un orignal se plaindra jamais qu'il neige. Parce que c'est normal, il vient d'ici. Tandis qu'un, je sais pas, moi, pas une bébite là, qui a pas de neige chez eux, là, mettons une antilope d'Afrique, je te dis que quand elle voit ce qu'il y a dehors actuellement, là, elle capote, là, elle se demande c'est quoi ça. Parce que puis elle peut, c'est ça, elle peut en mourir, peut attraper toutes sortes de maladies, because le froid, because la neige, donc c'est allogène. Nous, on a mal dans le dos, tout le temps, presque tout le monde, on a des problèmes, on se sent toujours trop lourd, notre peau est incapable de supporter le soleil de façon normale, on a un paquet de défauts physiques, ce qui lui fait dire qu'on n'est pas naturel sur cette planète-ci. On n'a pas d'affaires ici. On vient pas d'ici. À cause de ça, tu sais, entre autres. En tout cas, je mets ça gros, large, puis difficile à avaler, là, mais c'est correct. C'est pas important. L'article va un petit peu plus loin que ça, quand même. Ça se suit. Ouais. Ensuite, ça se tient, je veux dire. Oui, ça se tient. Ensuite, j'en ai écrit un qui s'intitule La résonance de Sirius l'emporté. Ça, je vous laisse enjoyer ça. Il est très long. Hein? Tu l'as lu? Je l'ai lu.
As-tu aimé ça? Tu gardé ta job? As-tu aimé ça? Oui. Oui. Je sais pas si j'adhère, mais OK. c'est une autre chose qui se tient aussi. Ouais, ben ça se tient, c'est ça. Adhérer, ça, c'est une autre affaire. Voilà. Et c'est correct, ça. C'est correct, c'est parfait, ça. C'est fait pour ça. Ça, c'est être sceptique normal. Non, c'est pas être sceptique, ça. Non, ça, c'est avoir un regard critique sur les choses. Oui, Maudite différence. Non, je suis sérieux, là. C'est une différence, ça. Moi, j'ai un regard critique sur tout ce que je lis. C'est pas nécessairement sceptique, ça. Il faut s'enlever ça de la tête. Ça, c'est les sceptiques sont des gens malades. C'est une maladie. Bon, ça se traite pas. Je parlais pas du groupe, là. Je parlais de sceptique face à quelque chose qui, non, mais le qui est nouveau. C'est une maladie de la façon qui est charriée, dans le sens que les gens, c'est non sur tout. Sur tout. OK, ça, oui. Il y a une joke qui dit que... C'est du négativisme. À un moment donné, un sceptique à bord d'un train, il va voir des moutons, puis il va voir qu'il y a une coupe de moutons noirs à travers ça. Alors lui, sa déduction, c'est qu'il y a au moins 2 moutons qui sont noirs d'un côté. En Écosse. Comprends-tu ce que je veux dire? Oui. C'est tellement... C'est niaiseux, là. Non, mais quand tu regardes ça comme ça, c'est niaiseux. Mais dans le fond, c'est ça, le scepticisme. Ça, je suis pas capable. Je suis juste pas capable. Parce que c'est une attitude, c'est une façon de fonctionner où tu es contre à peu près tout ce qui existe dans ce domaine-là. T'sais, alors, ça sert même pas d'engager une discussion. Mais tu peux être critique, par exemple. Oui, critique, oui. Je le suis, moi, critique à l'égard d'un autre article, puis c'est pourtant moi qui l'ai mis, Credo Mutua. C'est un chaman zoulou qui s'exprime sur ce qu'on pourrait appeler les légendes africaines à l'effet que les Mantindan sont descendus du ciel. Puis en tout cas, de la façon qu'il explique ça, c'est remarquable. C'est de toute beauté de lire ça. Le seul problème, mais au moins je le soulève, c'est que ce monsieur-là se met à un moment donné à citer David Icke. Et moi, j'ai des problèmes avec David Icke parce que c'est un conspirationniste de la première heure. Les gris sont dans des montagnes, puis ils mangent les enfants, puis des histoires de même. Alors, à un moment donné, moi, j'ai débarqué assez vite, merci. Stephen Greer, c'est pareil. Je fais très attention à ces gens-là, parce qu'ils ont trouvé un créneau qui est mystérieusement très payant. Le conspirationniste, ça peut être très payant. Oui. Le scepticisme aussi est plus payant que le reste. Moi, je suis dans la branche la moins payante qu'il y a pas. T'sais. Mais c'est ça que j'ai à convoyer. Je suis pas là pour ça, tu sais. Mais dans ton article, tu parles sur les Dogons. Et ça, là. Les Dogons. Les du Mali. Dogons. Oui. Quelqu'un qui veut nier ça, là, il y a un problème, là. Ah, oui. Parce que les Dogons. Ça, c'est fort, ça. Oui. Les Dogons du Mali, c'est une tribu africaine qui ont découvert. Sirius. C'est ça. Mais plus que ça, je pense qu'ils ont découvert. Il y a 3 Sirius, ABC, je pense. Puis ils ont découvert la c'est pas encore prouvé. C'est ça. Un jour, c'est prouvé. Parce que il parlait d'une étoile double. C'est ça. Eux, ils parlaient de ça. Ils en savent plus que moi sur Sirius. Des milliers d'années. Ouais. Alors que ça a été découvert en quoi, 1940, 50 ou... Par des moyens astronomiques. Technologiques. C'est ça. Mais eux, les Dogons, ont rien de ça. Non. Alors, donc, quelqu'un leur a dit. C'est ça. Et il parle même d'une étoile triple. Tu as raison. C'est ça. Ça, si c'est prouvé un jour... Ah ben là, ça, c'est mais déjà étant donné que ce sont des primitifs et ainsi de suite, c'est sûr qu'ils sont ridiculisés, puis il y a personne qui... Mais eux ont découvert des choses en astronomie qu'on ignorait. Ouais. Voilà. Ils sont pas les seuls non plus. Et voilà. Alors ça, c'est le genre de petit article que j'ai mis sur mon site. Il y a aussi l'effet du Janap 146. Ça, je trouve ça assez intéressant. C'est un avion de Porter qui était en liaison Ottawa-Toronto. Et qui, au cours du vol, les pilotes ont dit qu'ils avaient dû faire une manœuvre d'urgence pour éviter un objet. Alors, tu sais, il y a eu des blessés dans ça, là. Okay. On parle pas de juste faire se tasser, là. C'est vraiment une manœuvre d'urgence. J'ai vécu ça une fois, moi, dans un Boeing, là. Disons que c'est énervant, hein? Ben, c'est énervant parce que tu te dis, voyons, qu'est-ce qui vient de se passer? Mais là, c'est encore pire que ça parce que c'est un petit avion. C'est pas gros, ça. C'est les avions de Porter. Oui. Et
la question qui a été posée du TSB, le Transport Safety Board, là, en tout cas l'affaire, il y a un nom français pour ça. Je sais pas lequel, là, la Sécurité du Transport Canada, en tout cas, s'est interrogé, lui, parce que ça, c'est le TSB arrive tout de suite, bang, dès qu'il y a un événement comme ça, ils rentrent, là, puis ils font une enquête, ils cherchent à savoir ce qui s'est passé. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que quand un de mes amis m'a fait parvenir la nouvelle, j'ai regardé ça, je l'ai lu, j'ai dit, coudonc, tu parles d'un journaliste à taille, es-tu allé chercher son diplôme d'une boîte de Nutcracker, lui, parce que il y avait rien sur ce que l'objet. J'ai dit, c'est pas ça qu'on veut. Oui, OK, ils ont évité, mais dis-moi ce que c'est. Il y a la grosseur, la taille, ce qui bougeait, la luminosité. Ouais, c'est ça, sa cinétique, c'était quoi, là, tu sais? À couche, tu sais, je me suis dit, quelle sorte de journaliste c'est ça? Et là, j'ai finalement découvert, assez rapidement, merci, que lui non plus le sait pas, parce que personne, les pilotes, ne se sont pas exprimés publiquement. Okay. Ils n'ont donné aucune information. Au TSB, oui, mais pas au public. Et ça nous ramène à une vieille publication des années 60, 50, 40, 48, 49. En tout cas, c'est vieux. C'est le Joint Air Navy Publication, JANAP qu'on appelle, le numéro 146. Puis il y a aussi un règlement là, AFR 200-2 qui sont sortis dans les années 50 suite au phénomène UFO. Aux États-Unis, c'est de même que ça s'appelle. Et ils ont dit dorénavant, et ça, c'est canado-américain. Le Canada aussi. Oui, parce que le Canada fait partie de l'Alliance Atlantique, fait partie NORAD, le réseau NORAD, la ligne Due. Tout ça, c'est canado-américain. Alors, les Canadiens travaillent autant avec les Américains que l'inverse dans certains domaines, dont celui-là. Et ce règlement-là interdit aux pilotes civils comme militaires de traiter ouvertement de ce qu'ils ont vu. Ce qui fait que quelque chose qui, en théorie, n'existe pas. Ben, c'est parce qu'ils ont mis dans le règlement, quand tu le lis comme il faut, je l'ai mis sur le site, là, les gens qui vont aller lire ça sur le site vont le voir, j'ai mis un extrait du règlement. Et la particule C, c'est A, B, C, c'est-à-dire missile, avion, c'est Unidentified Flying Object. Ils ont mis, et l'acronyme, ils ont mis l'acronyme UFO. Maintenant, là, viens pas me dire, ah oui, mais c'est juste un objet non identifié, ça veut rien dire. Non, faut pas penser comme ça, parce que dans ces années-là, UFO, les gens savaient en torieux c'était quoi. Un UFO, c'est un UFO, là. Tu sais, c'était un flying saucer, ça comme tu voudras. C'était définitivement l'observation d'un UFO. C'est pas pour rien qu'ils ont mis UFO. C'est pas accidentel. C'est les Foo Fighters, c'était... Et pourtant, aujourd'hui encore, depuis 69, les Américains vont dire qu'ils s'occupent pas de ça les intéresse pas, mais c'est encore dans leur règlement, puis c'est encore là, et c'est encore en vigueur. Et voilà. Bon, alors ça, c'est les articles que j'ai mis. J'ai commencé à en remettre là, sur mon site, parce que je les avais tout enlevés. Là, aussi. Ouais. Là, je commence à les remettre. Puis j'ai un gros dossier de rencontres spectrales qui s'en vient. Et qui nous arrive de Gatineau. Ça, c'est gros. Mais le bouquin que je viens de publier, là, c'est sur les rencontres spectrales, c'est-à-dire une observation que le témoin est seul à voir, alors que normalement, il devrait en avoir des dizaines ou des cinquantaines autour. Et pourtant, il est seul à le voir. Fait qu'un ufologue pourrait arriver et dire, bon, regarde, ça marche pas, là, son affaire, tu sais, il dit qu'il a vu ça, il est tout seul, il a rêvé, il a halluciné, et il va le mettre de côté. Moi, j'ai toujours refusé de le mettre de côté, mais j'étais pas capable d'apporter une explication, ce que je peux faire maintenant. Et c'est ce que j'ai publié dans mon bouquin, et à partir de maintenant, quand je vais revoir d'autres incidents semblables, c'est-à-dire des RS, rencontres spectrales de type 1, 2 ou 3, ben là, je vais les adresser comme tels. C'est de cette façon-là que je vais les... Alors, qu'est-ce que je viens de dire là? C'est non, les adresser, ça, c'est très anglais. Je vais les, en tout cas, moi, pitcher sur mon, sur mon site. Aziz, tant qu'à parler anglais. Alors, je vais les mettre sur mon site, tel quel, en rencontre spectrale. Et ça, c'est à Gatineau, puis c'est arrivé en octobre dernier. Et c'est incroyable ce qu'elle a vécu. Cette femme-là a vu un objet immense
c'est la raison pour laquelle je dis que c'est spectral, parce que la ville aurait dû se lever d'un coup. Un objet immense, direct au-dessus d'elle, pas très haut, là. T'sais. Et il y avait un autre témoin qui était là, les bras chaque côté du corps, dans une espèce de transe hypnotique, genre? Non, elle a dit, moi, je sais pas ce que c'est une transe hypnotique au sens hypnose du terme. Elle a plutôt dit, la définition que je me fais de quelqu'un qui est en épilepsie, mais debout. Puis tu sais, qui tremble un peu, là. Puis que, tu sais, alors on peut imaginer habituellement un épileptique, il va être couché à terre, il tombe à terre, puis là, et là tu vois qu'est-ce qui se passe, puis les yeux révulsés, puis ainsi de suite. Il était comme ça, mais debout. Alors c'est là qu'elle a eu la chienne de sa vie, parce qu'il parlait, il répondait pas, puis il regardait l'objet lui aussi. Non, c'est quelque chose, ça. Je veux dire, elle était plongée dans une observation absolument hallucinante, et on n'a pas 36 solutions à nous ment en pleine face. Elle est folle comme le balai, ou elle l'a vraiment vu. C'est vrai. Puis moi, j'embarque dans le camp de dire oui, elle l'a vraiment vu, parce que j'échange avec elle, puis la cohérence de ce qu'elle fait, puis ça marche. Tout est là, tu sais. Alors ça, j'attends juste que mon bon ami Éric Dorion de Studio ADC me fasse le dessin. En fait, c'est un dessin qu'elle a déjà fourni, juste à le corriger. Parce que j'aime ça que les gens visualisent ce qui a été vu. Puis à la minute c'est fait, je vais mettre ce dossier-là en ligne. Oui. Bon, je termine mon premier, juste avant d'embarquer avec toi. Je rappelle un peu ce qui s'en vient. Samedi prochain, c'est dans la même catégorie d'expérienceurs que Céline Wannick, ceux qui ont suivi les émissions du 12 et 19 novembre dernier. Très intéressant. Oui, sont excellentes et le podcast est toujours là. Je vous rappelle que quand vous allez sur le site de CJMD 96.9, vous allez sur podcast. De là, il y a la liste des émissions. Vous cliquez là-dessus. Puis en descendant, vous allez voir les faits maudits. Toutes les émissions de la station sont là. Il y a les faits maudits qui sont là. Vous cliquez là-dessus et là, ils sont dans l'ordre, tout simplement. Et la seule chose, c'est rappelez-vous, si vous avez bien aimé, mettons, l'émission d'aujourd'hui, ça sert à rien de chercher Rennes-le-Château, là. Ils sont classés par date. C'est ça. Alors, c'est à vous de retenir que c'est le 3 décembre, tu sais, puis là, à ce moment-là, vous aurez le podcast de l'émission d'aujourd'hui. Donc, la semaine prochaine, c'est Cathy qui vient avec moi. C'est une petite famille qui lui est apparue dans sa chambre. Carrément, la famille au complet. Oh. Alors, c'est assez spécial. Évidemment, ils sont pas vivants. Alors, moi, j'aime ça. En tout cas, je pense que vous allez tomber en bas de vos bottines. Le samedi, le 17 décembre, je reçois Marie-Pierre Michaud. Marie-Pierre Michaud, elle accueille ici, elle anime ici voyons, c'est CJMD. Le mercredi ou jeudi, Guillaume? Mercredi, Jean? C'est mercredi. C'est mercredi. C'est mercredi. C'est une test, là. Tout le monde réveil au champ. Testing 1, 2. C'est le mercredi. C'est mercredi. Oui. Bon, c'est ça. Alors, c'est mercredi. Et elle est... c'est une expérienceur. Elle a vécu des choses et elle a écrit un livre là-dessus. Elle va venir nous en parler. Marie-Pierre, je la connais parce qu'elle m'invitait régulièrement à son émission si une autre vie m'était comptée en Beauce, à la télé Beauce-Run. Et là, maintenant, elle est ici. CJMD et elle anime la même émission dans le fond, mais à la radio ici, la radio de CJMD à Lévis. C'est quoi le titre de son livre au cas où tu t'en souviens? Je pense que je l'ai carrément. Je pense que je le sais pas. Ok, ça arrive. Mais je sais qu'elle pour la question. Je sais qu'elle a écrit un livre là-dessus, mais elle va tout nous dire ça. Tu sais. C'est fort la recherche ici, mon homme, c'était cœur. Moi, ça me... Ah, vous comptiez sur moi, là? Non, pas. Ça réveille un matin, là. Je pense, Guillaume est notre opérateur. Oui. Ouais, puis là, je suis en train de faire du tri musical. Je suis aussi directeur général. Je fais un peu de tout. Directeur musical. Il s'occupe de tout, fait que c'est ça. Mais là, j'aime ça le pincher comme ça, en passant. J'aime ça, moi aussi. Bon, ben là, il n'y a pas d'émission les 24,
décembre, 31 décembre et 7 janvier. On comprend pourquoi. C'est les fêtes. Évidemment, les gens n'ont pas tête à ça. On est en party. Et c'est ça, tout le monde est en party. On revient samedi le 14 janvier avec toi, Jean Morissette. Absolument. On l'a déjà fait, cette émission-là, puis elle est excellente. Moi, je suis très heureux de cette émission-là. C'est sur la psychométrie. Psychométrie. C'est-à-dire la capacité de dis-le donc, c'est toi qui C'est avec un objet, une bague ou une photographie. C'est de donner des indications sur une personne qui est disparue, c'est ça. Vivante ou décédée, malheureusement. Et c'est ce que tu as fait, toi. C'est ce que j'ai fait. Est-ce que c'est ce que tu vas nous raconter, mais moi je le sais déjà d'avance parce que l'émission, elle est déjà enregistrée. Samedi le 21 janvier, Marc est un ancien policier militaire qui fut très actif ici comme en Afghanistan. Il est devenu, par la force des choses, enquêteur ufologue. Et il a vécu également de bien étranges expériences. Je l'accueille le 21. Le 28, Lise est très connue au Québec pour son implication dans le domaine juridique des couples, mais sa vie comporte de grands pans mystérieux, pour le moins troublant. Elle est rosicrucienne de haut niveau et va se livrer à cœur et à esprit ouvert. À ne pas manquer. C'est une très bonne émission aussi, qui est déjà enregistrée. Ah, d'accord. Ah, j'ai pas le choix, parce que je serai pas là. Non, c'est ça, t'es pas là. Puis je fais pas semblant, moi, de dire, on est en direct quand on l'est pas. Bon. Les hommes en noir, ça, c'est moi qui va vous révéler tout ça. Météo-réalité, je suis seul, je l'ai fait solo. Alors, je vais vous livrer ce que je sais, mes états d'âme là-dessus, mais aussi, est-ce que c'est vrai, tout ça? Les hommes en noir, les Men in Black, qu'on appelle, à ne pas confondre avec les avec films. le film. Ouais, qui, évidemment, sont arrivés bien après le phénomène des Men in Blacks. Ben oui. Samedi, le 11 février, je reçois Bruno, qui nous arrive du monde des arts et de la création, et même du cinéma. Il a des capacités médiumniques hors du commun. Il ne le savait pas. Je pense qu'il a fini par le reconnaître et il va venir se livrer à nous. J'ai adoré l'entrevue qu'on a fait ensemble. Tu reviens, toi, le 18 février pour nous parler de Nikola Tesla et de Arthur Matthews. Savais-tu que Nikola Tesla est l'inventeur de la radio CJMD? CJMD, non, Oui, mais de la radio. Non, parce qu'elle se dit une radio alternative. Et voilà. Et comme il a découvert le courant alternatif, ça va ensemble. Voilà, c'est vrai, OK. Ça va ensemble. On va faire un jingle avec ça. On va faire un jingle avec ça. Absolument, Oui, absolument. Bon, ouais. Ah, ben oui. Alors, Excellent. tu viens nous parler donc de Nikola Tesla et de l'ingénieur québécois Arthur Matthews, que j'ai eu le plaisir de rencontrer. Du Lac-Beauport. Du Lac-Beauport. Samedi, le 25 février, je vous parle des religions. Je vais le faire seul, en solo, une fois de plus. Je vous livre ma pensée la plus profonde sur cette thématique qui est toujours sensible et délicate, sauf que moi, je suis pas très délicat. Samedi, le 4 mars, jeune, talentueux, doué pour les arts martiaux, Éric a vécu une rencontre pour le moins troublante et pas mal à part ça. Habituellement, les hommes sont plus réservés dans ce domaine-là, mais enfin, là, j'en ai quand même quelques-uns qui sautent la rampe et qui vont venir nous partager ça. Très, très bonne entrevue aussi qui est déjà faite. Après ça, c'est un autre, un dénommé Denis, qui va venir nous parler aussi de ses expériences extrêmement nombreuses. Ça, ce sera le 11 mars, mais je vais déjà être là. Théoriquement, je suis de retour et ça se fera donc en direct. Donc, j'ai encore aucune idée de ce que ça va donner. Mais c'est un monsieur qui s'exprime avec une clarté assez exceptionnelle, ce qui va donc faire que ce sera une excellente émission. Sûrement. Dans quelques instants, parce que là, j'ai pas allumé ça, alors je sais pas, ça doit faire 21 bout là. Oui, on est correct. Je pense qu'on va y aller pour notre première pause. Et au retour, j'accueille donc Jean Morissette, et on attaque Rennes-le-Château, le trésor de Rennes-le-Château. CJMD 96.9, l'alternative radiophonique basée à Lévis. Mais t'abonnes pas? Facile, écoute-nous sur l'application TuneIn ou bien sur notre site web au 969fm.ca dans la section en direct. Puis en plus de ça, tu peux même écouter ou réécouter tes émissions préférées dans la section podcast. T'en veux du CJMD? En v'là. Tu aimerais contacter l'équipe pour annoncer à la radio? Rendez-vous sur notre site internet 969fm.ca. CJMD 96.9, l'alternative radiophonique, disponible partout, même quand ça groupe. Willy Matin avec William Boivin. Un Maurice Richard, un Jean Béliveau, un Mario Lemieux, un Patrick Roy pour les pauvres.
Je ne sais pas si Bill Foley nous a écouté la semaine dernière, mais il a suivi notre conseil de nommer sa franchise et son équipe les Golden Knights de Las Vegas. Ben oui, absolument. J'ai vu, évidemment, j'ai assisté à cette parade de bougons collective. Là. Les gens qui disaient, ils ont copié sur le Titan Acadie Batters. Come on, penses-tu vraiment que Bill Foley s'en crisse pas du Titan Acadie Batters? Là, c'est quoi? C'est une équipe de la Ligue nationale à Vegas. C'est on the top of the world. Il n'y a pas... tu sais, Bill Foley n'a pas fait Google Images Gladiateur. Willy Matin, le seul fan des Browns de Cleveland qui prétend connaître le sport. Du lundi au jeudi, dès 7h30 le matin. Tu trouves le mois de novembre triste? Ben au Cluster, on a de quoi te faire rire. L'humoriste Martin Turgeon vient nous faire son one-man show. C'est vendredi le 25 novembre, 21h. Le 26, il manque pas Carotté avec son punk trap et The Rad Adams en première partie. Et finalement, le 2 décembre, on reçoit The Respectables pour leur tournée 25e anniversaire. Mentionne le mot de passe CJMD à l'entrée et reçoit une consommation gratuite. Le Cluster Bar Spectacle. Coin Guillaume Couture, sortie route l'Allemand. Ta scène à Lévis. Pas besoin d'être un fervent écolo pour récupérer, juste besoin de vouloir acheter intelligemment. Pourquoi payer 10 fois le prix pour du neuf quand on peut avoir de l'usager qui fait parfaitement le travail? Pour vous trouver des vêtements, des meubles, de la vaisselle, des décorations qui vous conviennent, faites comme moi, allez à la ressourcerie de Lévis pour vous assurer des meilleurs choix dans l'usager, du magasinage sans culpabilité, des résultats inespérés. Anciennement le Génie Bleu, la ressourcerie de Lévis se trouve au 24 rue Charles-Acadieux, entre la route du président Kennedy et les Galeries Chagnon. Commencez vos courses par là pour pas manquer de place dans l'auto, mais surtout pour pas payer trop cher pour rien. Pour la place, en fait, c'est pas trop grave. Ils livrent à 15 $ partout à Lévis ou gratuitement presque partout dans la grande région si on achète pour plus de 250. Puis pour ce prix-là, on a du stock à la ressourcerie. Plus d'infos, 838-8889, la ressourcerie de Lévis, là où l'économie sociale prend tout son sens, 24 rue Charles-Acadieux. Vous écoutez Les Faits maudits avec Jean Cazot sur les ondes de CJMD Lévis 96,9. Ufologue et métaphysicien depuis 50 ans, il est l'auteur de nombreux ouvrages dans ce domaine et disponible partout. Nous sommes de retour. Jean Morissette, chroniqueur de l'émission Les Faits maudits, est avec nous. La première fois que tu es venu nous voir, Jean, tu nous as entretenu sur l'alchimie. Absolument. C'était un petit peu indigeste, là, parce que je m'attendais pas à ce que ce soit si... c'est gros, ça. C'est très gros. Alors, ça a été... on l'a à peine effleuré. En plus, tu sais. Mais c'est fait rien, moi, j'ai adoré ça. Parce qu'au moins, là, j'ai avancé un peu dans ça. Et il y a des gens aussi qui m'ont dit ça. Moi, je me disais rien, là. Puis là, ils ont compris aussi. Puis la dimension spirituelle qu'il y a derrière l'alchimie aussi, qui a été abordée par plusieurs. En passant, si ça vous tente de vous pogner avec mon chroniqueur, puis de lui adresser toutes sortes de choses, moi je veux pas gérer ça sur ma page Facebook parce que là ça fait de l'interférence. Mais s'ils veulent te parler, t'as une page Facebook, tu c'est un site. En tout cas, t'as quelque chose. Page Facebook. J'ai Jean Morissette. Oui. J'ai Reine le Château 360. Je veux dire que t'as un site Facebook que sur Reine le Château? Oui. Oh, si bol. Oui, Reine le Château 360. J'ai Coral Castle 360. J'ai American Stone Age 360. C'est quoi ça, 360? Ah, c'est le grand écart? C'est parce que quand depuis que j'ai un appareil photo entre les mains, depuis que je suis jeune, oui. Quand j'arrive à une place que je trippe, je prends des photos en 360 degrés. Ah ouais? J'ai toujours fait ça. Je sais pas d'où est-ce que ça me part. Fait que c'est lorsque c'est venu le temps de... Comment? Ça doit être étourdissant à regarder. Non, mais tu vois, à Reine le Château, ça l'a donné des sacrées belles photos. Alors là, tu vas parler de choses et d'autres, et là-dessus, il y a des photos. Tu vas faire allusion à des photos. Si cette patente-là vous laisse ouvrir, si vous allez sur ma page qui est Reine le Château 360, si vous n'êtes pas déjà ami, demandez une demande d'amitié. D'accord. Je vais vous... mais le premier article ou le deuxième, là, c'est j'ai mis 16 photos qui vont avec le thème d'aujourd'hui. OK. Fait que vous allez m'entendre dire à un moment donné, photo 1, c'est le village. Mais on va quand même décrire un peu ce que c'est, parce que c'est pas tout le monde qui a envie d'aller voler là-dessus. C'est sûr. Fait que, moi le premier, parce que je veux me concentrer sur ce que tu dis. D'abord, première des choses.
Rennes-le-Château, avant quoi que ce soit, on est en France. On est en France, on est dans le pays de l'Aude, dans le sud-ouest là, de la France. On est à peu près à 45 km de Carcassonne. Généralement, Carcassonne, le monde savent plus c'est où. Parce que c'est une grosse forteresse médiévale. Ben, c'est là qu'étaient les Templiers. Apparemment. Non, avant, les Cathares. Les Cathares, voilà. Oui, c'est ça. Oui. Et Béziers, tous ces endroits-là, c'est ça, qui sont très riches d'histoire, relativement à la présence de Marie-Madeleine. C'est ça. Il y a toute une. Parce que dans le sud de la France, c'est normal quand tu parles au monde, puis quand tu regardes l'architecture, puis les signes secrets, puis tout ce qu'il y a là. C'est très riche de ça. Ça oui. Puis c'est normal pour eux autres de penser que Jésus a été marié à Marie-Madeleine, qui est pas mort sur la croix, qui s'est sauvé là. Il y a même une fille. Qui serait peut-être enterré là. Et qu'ils auraient une fille du nom de Sarah Tamar. Voilà. Et tout ça, évidemment, ça fait partie d'un peu de ce qu'on peut appeler la légende, mais ça fait pas, mais le Jésus-Christ aussi fait partie de la légende aussi, d'une certaine façon, là, tu sais. Alors, c'est un pays qui est très riche de ça, très riche de ces. Alors donc on n'a pas à être surpris que Rennes-le-Château, un petit village dans le fond. C'est tout petit là. C'est lorsque Saunière arrive là, il y a à peu près 200 personnes. Oui, mais là faut attendre là. Oui, non, c'est ça là. C'est très petit. Là. C'est un tout petit village sur le dessus d'un tout petit mont là. Parce que là, tu as nommé quelqu'un, mais va falloir le situer aussi pour qu'on puisse suivre comme il faut. Alors, si on commence par le nom mystérieux, si on peut dire, parce qu'il y a l'aspect mystérieux, mais on va parler du réel, c'est-à-dire ce qui est connu, parce qu'il y a quand même des témoins fiables. Voilà. Il y a des documents officiels qui se raccrochent à ça. Il y a des documents, ça, on va y aller là-dessus. Après ça, on va y aller vers la légende ou le... C'est ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait? Moi, je suis de l'époque, de Robert Charroux. À l'époque où j'avais une relation épistolaire avec Robert Charroux, on s'écrivait puis on s'envoyait des bêtises. Ah oui? Parce que Robert détestait l'ufologie pour s'en confesser. Puis moi, j'adorais tout ce que lui faisait, mais je le maudissais de pas encourager l'ufologie, parce qu'il disait les extraterrestres étaient ici, l'histoire inconnue des hommes depuis 100 000 ans, puis ainsi de suite, mais qui sont partis, ils sont plus là. Ben voyons donc, on s'obstinait par écrit. Et la beauté de la chose, c'est qu'aujourd'hui, on aurait fait ça par courriel, ça aurait été extraordinaire. À l'époque, j'y écrivais une lettre de 10-12 pages, puis là, j'y envoyais ça. Puis ça prenait 2 semaines avant que ça arrive. Puis là, il me répondait, puis ça prenait 2 semaines avant que ça arrive. Alors, on se parlait une fois par mois. On faisait ça pendant des années, par exemple. Et puis, c'était extraordinaire, l'échange que j'avais avec lui. Mais il m'enrageait, maudit qu'il m'enrageait, tu sais. Tu sais qu'il y a une photo, tu sais que lui, c'était un chercheur de trésors aussi. Ben oui. Il y a un aventurier, ça. Voilà. Oui. Il y a des photos célèbres de lui avec son gros détecteur de métal du temps qui ressemblait à une soucoupe volante, là, qui était un immense cercle à Rennes-le-Château même, qui cherchait le trésor. Robert Charroux. C'est par lui, moi, que j'ai entendu parler de ça. Okay. Il en parlait, mais moi, je m'en foutais un peu à l'époque. Moi, j'étais ufologue au coton, métaphysicien, mais pas... lui, c'est l'archéologie mystérieuse aussi. Il est archéologue à ce niveau-là. Oui. Et... Le livre des maîtres du monde, c'était lui, ça. Il y en a écrit plusieurs. Et à un moment donné, je suis tombé sur un autre livre qui s'appelait Rennes-le-Château, ou Le trésor de Rennes-le-Château, je sais pas, de Gérard Le trésor maudit de Rennes-le-Château, c'est ça, de Gérard de Sède. Gérard de Sède. Bon, Gérard de Sède, que j'ai découvert là, mais que j'ai redécouvert des années plus tard parce que il y en était question à un moment donné quand les gens se sont mis à tomber sur le code Da Vinci Code de Dan Brown. Absolument. Parce qu'il faisait allusion à des choses qui nous venaient de Gérard de Sède. Puis là, c'est toute l'histoire de dire il a menti, c'est pas vrai, puis tata, puis tati, puis tata. Bon. Le livre que tu parles, là, il l'a sorti en 1977.
Gérard 77. 67. C'est ça, c'est ça. Moi, j'ai découvert, j'étais là, j'étais avec Charroux à ce moment-là. Wow. Fait que tout est arrivé en même temps, parce que Charroux aussi a commencé dans ces années-là à sortir ses livres, tu sais. Absolument. Dont le plus populaire sera toujours l'histoire inconnue des hommes depuis 100 000 ans. Depuis 100 000 ans. Et probablement. Je l'ai chez nous. Ouais, et probablement son meilleur. Ah, c'est oui. Probablement son meilleur. Bon. Alors, moi, j'ai découvert Rennes-le-Château là. Et je me suis dit, c'est quoi ça? J'ai commencé à lire ça. Moi, tout ce que je sais de ça, Jean, c'est pas compliqué. C'est un curé, Saunière, tu l'as nommé. Saunière. Béranger Saunière. Ouais, que de Saunière, Dan Brown va utiliser ce nom-là pour le grand-père. Celui qui se fait tuer au commencement du film. C'est ça. Et du livre. Et du livre, oui, surtout du livre. Alors, tu sais, j'ai dit, regardons ça, il est allé chercher ça dans la légende de Rennes-le-Château. Je me souviens du nom, tu sais. Ça, là, c'est du copier-coller de ce livre-là, de l'énigme sacrée qui a été écrit par... Qu'est-ce qui est une copie-collée? Le Da Vinci Code. Oui. Une copie-collée de ça, ce livre-là. Et de la suite qui s'appelle Le Message, qui est un livre épais comme ça, là, aussi. Mais là, tu montes un livre, mais tu dis pas le titre, là. L'énigme sacrée. C'est qui, ça, qui a écrit ça? Ça, c'est Baigent, B-A-I-G-E-N-T. Ah! Michael Baigent. Et Henry Lincoln, qui est le plus connu des trois. Je connais très bien. Non, moi, c'est drôle, hein, je connais les deux premiers. Ah, OK. Ouais, Baigent puis Richard Lee. OK. Parce qu'ils ont écrit des livres sur la clé d'Isram, la clé de les francs-maçons, sur la franc-maçonnerie. J'ai tous leurs livres. J'ai moins lu ça. Parce que je suis franc-maçon, moi. Oui, OK, oui. T'sais, alors, j'ai lu beaucoup sur la franc-maçonnerie. Puis Michael Baigent et Richard Lee, c'est des grosses vedettes, ça, dans ça. Okay. Alors, ils ont écrit Énigme sacrée. Tu dis qu'Énigme sacrée, c'est la copie conforme. C'est là-dessus que s'est inspiré Dan Brown. Dan Brown, écoute. Ah oui, hein? Et une fois, j'ai entendu un journaliste dire, lui, c'était un journaliste d'enquête, là. C'était pas quelqu'un qui... Il dit, ceux qui ont écrit ça, l'édition, c'est-à-dire que les éditeurs qui ont édité ce livre-là en anglais, ils ont fait faillite. Ils ont été rachetés par la compagnie qui a publié Dan Brown. Ah, donc, lui disait... Il y avait les droits. Il y avait les droits, mais lui disait que le fameux procès pour plagiat, c'était de la publicité qui se faisait pas un contre l'autre, mais qui... Pour vendre plus. Pour mousser Ah, mon Dieu. Et ça marcherait. Ouais, ça marcherait. Et Énigme sacrée ne se vend plus. Non, mais si vous avez ça entre les mains, ça c'est la base c'est-à-dire que il y a eu le trésor maudit de Rennes-le-Château en 67. Ouais. Après ça, il y a eu l'énigme sacrée et après ça, il y a eu le Da Vinci Code. En ordre, c'est ça. Dans l'ordre, oui. C'est ça. Il y a eu bien d'autres affaires entre les deux, là, mais... d'autres, oui. OK. Bon, alors donc, moi, je connais ça. Ce que je sais de Rennes-le-Château, ce dont je me rappelle, pour l'avoir lu autant du côté de Robert Charroux que du côté de Gérard de Sède, c'est que c'est un village isolé en montagne. Oui, une toute petite montagne. Au sommet d'une petite colline. Là. Et là, il y a une église qui vaut pas le derrière, mais sauf que le curé qui s'en occupait, à un moment donné, il est venu riche, puis il s'est mis à en faire un endroit extraordinaire, tu sais, à transformer tout ça, mais avec quel argent? C'est la question que l'on va voir, mais après. Non, je comprends, mais je veux dire, moi, là, ce que j'en sais, je fais juste étaler... c'est correct. Je fais juste étaler mes connaissances, puis sont pas larges, là. Alors, c'est tout ce que je sais. Puis il y a un petit peu il aurait gossé à la servante de quelqu'un aussi, là, tu sais, sa servante s'appelait Marie Delarnoux. Ouais, il te l'aurait marisé aussi. Il l'a pris à 18 ans, ce qui a fait un tollé dans le village. Tu sais, un petit village où est-ce que tout le monde se connaît. Mais c'est un prêtre, Jean, il a rien dû y faire. C'est un prêtre.
Voyons. Apparemment qu'il aurait fait plus de choses avec une chanteuse nommée Emma Calvé, une chanteuse d'opéra, qu'avec Marie Delarnoux. Et il a fait atteindre la dernière note? Possiblement, mais ça, écoute, il y a tellement de légendes là-dessus que... Ouais, d'accord. Mais en 1800... Mais comme je te dis, c'est un curé, alors il n'a rien fait. Non. Voyons donc. Il était pur et saint. C'est sûr. Alors, c'est tout ce que je sais. Okay. Un petit peu de... Je vais essayer de te démêler un peu. C'est ça, mais le fameux... Et là, après, j'ai su que, ça a l'air qu'il aurait trouvé le fameux trésor des Templiers. Ça, c'est après. D'accord. Ça, c'est dans le deuxième bloc. OK. Alors là, on va regarder ce qui est connu, les faits réels. C'est ça. Puis le code de bullshit, autrement dit, on y va pour le vrai. Voilà. Là, ça va être un petit peu aride, mais à peine. En 1885, Béranger Saunière arrive à Rennes-le-Château. C'est un curé, ça. C'est ça. Il est envoyé là parce que lui, il a le caractère fort. Okay. Ils veulent le casser. Tu sais, ce que l'on appelle le casser. Puis il est costaud, en plus. Hein, c'est costaud. Peut-être moins au commencement. On n'a pas de photo de lui vers ces années-là, où j'en connais pas. Mais à la fin, il est assez bedonnant, le monsieur. Et bon. C'est curé Labelle, là. Un petit peu moins, mais oui. Okay. Genre. Oui. Alors là, il arrive là. C'est ça. Et au milieu de ce petit village-là, il y a les restes du château d'Aupoul. Aupoul, ça, c'était à une certaine époque avant, c'était les maîtres de la région. C'était ceux qui étaient riches. OK? Oui. Aupoul, c'est O-P-H-O-U-L. H-A-U-T, D apostrophe, H-A-U-T-P-O-U-L, en un mot. D'accord. Et là, ce qui est important de dire, c'est que cette église-là, où est-ce qu'il va dire la messe au commencement, qui s'affuit de n'importe quel curé. Partout, là, le toit, il coule, les murs sont l'église est en démence. Ça fait dur, là. C'est ça. Ça fait dur. Et cette église-là, elle est consacrée déjà à Marie-Madeleine depuis le 12e siècle. OK. 12 ans. En 1886, il va commencer les travaux, mais ça va durer des années. Parce qu'il est pas riche, le gars. Non. Il est vraiment pas riche. Le gars, non seulement le gars, mais la paroisse. Non, c'est ça. Puis le monde, ça curé. payait des messes pour... ou des... c'est lorsque quelqu'un mourait, il payait le prêtre pour dire la messe, Bon, mais il était pas riche, le gars. Non, mais les villageois non plus, là. C'est pas un endroit... Dans ce temps-là, le tourisme n'existait pas, là. Il y avait pas beaucoup de sources de revenus. Ah non. C'était pas connu ce petit village-là. C'est ça. Alors, des gens pauvres, une paroisse pauvre, une église pauvre, un curé pauvre, ça fait pas une église qui se tient debout de ben. C'est ça. Mais il travaille puis il essaye de la réparer. Bon. C'est ça. Le gars, il semble être un bon chrétien. C'est ça. Un bon gars. C'est ça. En 1887, il découvre dans un pilier dit visigothique. Ça, c'est à l'intérieur de l'église. C'est quoi, c'est un pilier visigothique, des Visigoths? Les Visigoths qui étaient des pilleurs, qui étaient des bandits, ont pris cette région-là à un certain moment donné au cours de l'histoire et y avaient laissé des choses de leur culture. Parce qu'ils ont quand même été là. C'est des barbares, ça, dans le fond. C'était des barbares. Eux autres, y arrivaient, puis c'était Tolstoy, tu meurs. Ça, dans son histoire, la France en a eu une couple. Un puis un autre. Là. Et dans ce pilier-là, qui est la photo 2, en passant, il va trouver un arbre généalogique du roi Dagobert II. Il va trouver un testament de François-Pierre d'Aupoul. Et il va trouver un testament d'Henri d'Aupoul, qui lui est le fils aîné de Blaise Ier. Et un document écrit par l'abbé Bigoud, qui lui est le confesseur de Marie de Nègre d'Ablaise. Bon, attends une minute, là, ça fait bien du monde. Là. Ça fait du monde. C'est pas tous des joueurs de hockey, là. Non. Ça, si je comprends bien, il y a un nom dans ça, moi, qui a popé, là. C'est Dagobert. Moi, je pensais même pas que ça existait. C'est le roi Dagobert qui a mis ses culottes à l'envers. C'est la chanson qu'on faisait. Je sais pas si c'était Dagobert 1 ou 2 qui avait mis sa culotte à l'envers, mais c'est ça. Tu connais ça, ce comptine-là? Oui, absolument. C'est le roi Dagobert. Qui avait sa culotte à l'envers. Ouais, d'accord. Ça serait basé sur un fait historique, mais là. Non, mais je savais même pas qu'il avait existé, ce gars-là. Dagobert, oui. Bon, c'est un vrai roi. C'est un vrai roi. Bon, ça, il trouve ça caché dans un pilier. Dans un pilier dit visigothique. Visigothique.
Ça fait quoi, ça? Ça va faire... Ben, c'est ça. Ça, c'est dans la partie 2. Parce que là, ça va servir. il trouve ça, mais il sait pas trop encore quoi faire avec ça. Alors là, tu es juste en train de nous dire ce qui est vraiment là. Ce qui est vraiment arrivé, là. Okay. qui est sûr. Donc, il a découvert des documents qui dataient quand même du Moyen-Âge. Oui, c'était vieux, là. Parce que c'est du 12e puis 13e siècle, ça, c'est ce monde-là. Là. C'est vieux, ça. Bon, OK. On va avoir une suite à ça très, parce très qu'il faut bientôt. se rappeler qu'en France, parce que les gens ont tendance ici, au Québec, comme va le dire dans son livre qu'il vient d'écrire, Code Québec, comment est-ce qu'il s'appelle, le gars de Jean-Marc Léger, qui dit que les Québécois sont très renfermés sur eux. Les Québécois connaissent pas l'histoire. C'est ça qu'il dit. Première des choses, connaissent pas l'histoire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en France, leur histoire, pour eux autres, un vieil édifice, c'est du 12e, 13e siècle. Nous autres, c'est 100 ans. C'est ça. Ça s'arrête là. Tu sais, je veux dire, ici, on n'a rien en bas de 150, 200 ans. Là. Tu sais, tu t'en vas dans le Vieux-Québec, là. Tu trouves des affaires, le 400e, tu dis qu'on l'a pas fêté avec ben des affaires de l'époque, là. Non, il y avait pas grand-chose. Il n'y a plus rien. Là. Ça date de 1700. Des fois, on trouve... ils font des fouilles, mais ils leur enterrent après. C'est ça. Comme ils ont fait, c'est la terrasse du frein. Voilà. Bon. Voilà. Alors ça, c'est que le résultat de tout ça, c'est qu'on n'a pas d'histoire ici, nous. Notre histoire commence il y a 400 ans. Voilà. Alors qu'en France... officiellement, mais ça, on va revenir il y a 3000 ans, dans d'autres chroniques après. Il y a 2000 ans, c'est vieux, là. Je veux dire, la cathédrale... Ceux qui sont allés à Paris, sur le parvis de Notre-Dame, quand tu regardes ça... C'est beau, ça. Je suis allé, moi. Tu sais, tu regardes ça, puis tu dis ça, ils ont commencé la construction de ça en 1100. Tu dis, wow. Je veux dire, même les Indiens ici, t'étais vieux, là. Tu te sens tellement petit à côté de ça. Là, en 1100, tu sais. C'est quelque chose. Puis à Londres, la tour de Londres, puis à un moment donné, je regarde ça, ça a été commencé en 900. En 900 après Jésus-Christ. C'est vieux, ça. On n'a rien de ça ici. Alors, c'est normal qu'en France, c'est-à-dire qu'on a, mais c'est pas reconnu. Ben non, on n'a pas d'affaires qui ont commencé en 900 il reste ici. Pas de gros édifices, mais non. Il reste des preuves qu'il y avait du monde ici avant. Là. Les Vikings. Avant ce qu'on appelait les Indiens. Oui, les Vikings. Ouais. Il y a eu bien d'autres mondes avant ça. Ah ouais? Phéniciens. Je comprends. Ça, c'est d'autres chroniques, ça, tu vas voir. Je comprends. Tu veux dire, il y a très longtemps, mais ils sont pas restés. Non, ils sont pas restés. Ils sont pas restés, mais ils sont venus faire un tour ici. Puis quand ils ont vu qu'on avait des castors, ils les ont ramenés, puis là, aujourd'hui, ils se plaignent. Non, ça, c'était au Chili. C'est une autre histoire. OK, on continue. Donc, là, en 1891, là, tout à coup, Béranger, il y a de l'argent. C'est toujours le curé, ça. C'est toujours le curé. Là, tout à coup, il est riche. Il fait refaire l'église au complet. Wow. Mais c'est spécial, là, ou c'est moins spécial. Là, c'est la légende qui va rentrer après. Écoute, le bénitier, c'est un démon. Photo 3. Asmodée, hein? Asmodée, qui est le gardien des trésors. Juste au-dessus de Asmodée, t'as 4 anges qui font le signe. Chacun fait un bout de signe de croix. Mais attends, là, parce que tu vas trop vite, là. Je veux te suivre, là. Ça, c'est lui qui a fait ça. C'est lui qui a tout fait faire ça selon ses plans à lui. C'est ça. Mais là... Il était brillant, le gars. Le gars, là, peut-être, mais il est soudainement riche. L'Auto-Québec, là, puis l'Auto-France, ça n'existait pas dans ce temps-là. Là. Non. Tu peux pas arriver comme ça du jour au lendemain et être subitement riche. Aujourd'hui, oui, parce qu'un gars peut gagner peut gagner le vendredi soir. J'ai tellement hâte de gagner le million. 50, 60 millions, ça arrive, il y a du monde qui gagne ça. Mais à cette époque-là, devenir riche, soudainement, et en plus prendre cet argent-là il aurait pu prendre ça puis sacrer son camp puis aller dans le sud, tu sais, puis se faire oublier complètement, partir avec la petite de 19 ans là, 18 ans là, puis dire salut le col romain, tu sais. Bye col romain, tu sais. Et mais non, il reste là. Il a mis ça sur son église. Mais ça, il va falloir mais ça on sait que dans les faits, on exclut encore. On parle pas de la légende. Non. On n'est pas dedans, là. Dans les faits, il a eu de l'argent. Il est vraiment devenu riche. Il est devenu riche. Comment qu'il a eu ça, c'est après, parce que c'est là que la légende en bat. Mais là, il s'agit aussi de savoir, est-ce que c'est lui qui est devenu riche ou c'est l'Église, la paroisse? C'est lui lui-même. Lui-même. Voilà. Oh boy, OK. Alors, d'où il a pris ça? Un héritage? On ne sait pas encore. C'est ça que l'on va savoir, bloc 2 ou 3. OK. Là.
OK, donc, donc les 4 anges qui font un signe de croix, et en dessous, c'est marqué « Par ce signe, tu le vaincras ». Alors que la phrase historique c'est par ce de signe Constantin, tu vaincras. Oui. Et ça serait, là, le monde dont on pensait, ça serait le trésor, vu que Asmodée... Ou le démon. Ou le démon qui est un protecteur des trésors. Attends, ça m'intéresse ça. Par ce signe, tu vaincras, ça, c'est l'empereur Constantin en 325. 312, mais 312, c'est bon. oui, t'as raison. Ah, t'es bon, t'as raison. t'es bon. Oui, non, mais c'est ça. C'est pas tout le monde qui savent ça. Qui était en lutte contre Maxence. Voilà. Et à ce moment-là, lorsqu'il est venu le temps de traverser il a fait un rêve dans lequel il a vu une croix. C'est ça. Et on lui aurait dit ça, ad hoc quelque chose, là, par ce signe, tu vaincras. Voilà. Et il a vaincu Maxence, effectivement, qui s'est effondré, une belle grosse bataille. Et Constantin. Et Constantin, on le sait, c'est lui qui, par la suite, deviendra le fondateur de l'Église catholique. Voilà. Parce que très peu de gens savent, parce qu'ils pensent tous que c'est un apôtre. Puis que c'est Saint-Pierre. Ça n'a rien à voir avec ça. Okay. C'est carrément l'empereur romain Constantin qui a fondé l'Église catholique. Voilà. Et j'ai une émission qui s'en vient là-dessus qui va faire mal. Ah, j'ai bien hâte. Alors, toujours est-il que là, la vraie phrase, c'est par ce signe tu vaincras. C'est ça. Là, tu me dis que ce qui est écrit, c'est par ce signe tu le vaincras. Mais ça se trouve être accolé sur une pierre juste au-dessus du bénitier. Mais il faut le voir, le bénitier, là, ça vaut à peine de le voir. Tu rentres là, puis il est à gauche. Je sais bien, on y va pas asseoir, là. Mais ce que je veux dire, sur ton site ou le mien, il est là. Ah oui. Mais il est beau en maudit. Il est laid puis il est beau, mais c'est un démon. Mais il faut vraiment chercher les vieilles photos parce qu'un jour, il y a quelqu'un... Un homme qui a rentré avec un marteau et qui l'a décolifé en bon français, là. Et là, ils l'ont refait, mais il n'y a plus le même visage. Ah! Pas tout à fait le même visage. Ah bon? Mais en tout cas, reste quand même que c'est une sculpture assez... il est rouge, puis il est... il est impressionnant. Mais là, la question, moi, que je me pose, c'est par ce signe, tu le vaincras. Normalement, quand tu es un curé dans une église puis que tu as le portrait du démon, par ce signe, tu vaincras le démon, non? Moi, c'est moi qui dis ça, là. Ouais, ben c'est ça. Ça a été interprété comme le trésor. Mais toi, tu dis que c'est trésor. Pourquoi? Ben, c'est ça que les auteurs disent. Parce qu'à si tu me le demandes, je suis plus d'accord avec ta version que celle du trésor. Parce que Asmodée, lui, est considéré comme un... Par contre, Asmodée, c'est le démon qui garde les trésors. Ah bon. Okay. Tu vas voir. On est dans l'ésotérique moyen-âgeux. Carrément, mais là, on fait juste dire qu'est-ce qu'il y a dans l'Église. Le chemin de croix est à l'envers. Et non pas d'un à... Ben, c'est d'un à 24, la dernière fois que j'ai fait ça, j'avais 7 ans. Là. De quoi tu parles? 12, je pense. Sur le sol... Non, attends. De quoi tu parles? Là? Tu veux dire que je comprends pas. Là, que ça va dans un sens, le chemin de croix, généralement, tu pars de 1 jusqu'à... des stations. 24, les stations. C'est vrai, c'est des stations, ça. Ben, je suis sûr que moi, Guillaume fait ça à Pâques. Moi, steady. Ah, sûrement. Tout savoir ça par cœur. Tu fais ça? Oui. Bon, ben, c'est ça. Tout le temps. Non, non mais tu pas grand me comptais qu'à Noël, lui, il va... à la cathédrale, puis qui monte chaque marche à genoux. Absolument. Je suis pas loin de la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré dans le temps des fêtes d'habitude. Donc, fait que, c'est un miracle, c'est ça? C'est ça que tu veux dire? Oui. Mais dans le fond, dans ce que on fait des jokes, parce que à moins d'être pratiquant, là, ce qui est pas mon cas, on se rappelle plus, c'est quoi? Mais c'est ça, c'est des stations, puis là, tu fais des... Jésus tombe pour la première fois, Jésus tombe pour la deuxième fois, la troisième fois. OK, c'est ça. Il imprime sa sainte face. Oui, c'est imprimé. Là, OK. Et on les savait par cœur. Mais lui, dans son église, tu dis qu'il est à l'envers. Ils disent qu'ils l'ont fait à l'envers. Alors, tu commences par la fin. Voilà. Ah, ben, regardons ça, tu vois. Oui, bizarre, hein? C'est lui qui a fait ça. C'est lui qui l'a fait faire comme ça. Ah. Sur le sol, il y a un damier noir et blanc, comme un jeu d'échecs. Pas tout à fait. Et ça, j'ai cherché une vraie photo du plancher. Je l'ai jamais trouvé. Non, le damier noir et blanc, moi, je vais te dire, c'est quoi ça symbolise.
Ça, c'est le symbole des francs-maçons, ça. Ouais, mais c'est ça qui est c'est ça qu'il y a beaucoup de monde qui pense que c'est franc-maçon. Ouais, c'est franc-maçon. Je connais ça, un monsieur Douzet qui te reprendrait là, je te jure. Parce qu'il m'a repris hier. Qu'est-ce que tu dis? À propos de ça. Il C'est ça, pas vrai? c'est parce que, non, lui, il dit que c'est absolument faux. Ben, j'ai dit comment est-ce que vous expliquez d'abord que dans c'est comment tu les appelles, là, les stations? Comment vous expliquez que dans une station, il y a un jeune homme qui porte un kilt écossais? Ah, il dit, vous rentrez là-dedans. J'ai dit non, j'ai dit, je vous pose une question, j'affirme pas. Chez les maçons, t'as le rite écossais. Voilà. Le rite de York. De là qu'il y a plusieurs personnes qui pensent que Béranger pourrait être un franc-maçon. Moi, je vais te dire, dans toutes les loges maçonnes, franc-maçonniques, tu retrouves le plancher qui est un damier, carrément, des tuiles noires, des tuiles blanches. D'ailleurs, le noir et le blanc jouent un rôle quand même assez important aussi chez les maçons. Les boules qu'on utilise pour voter sont noires et blanches. Tu sais. Alors, il y a une symbologie là que moi je retrouve là, et quand tu me dis que le sol est en damier, il y a un damier là, qui fait. C'est ça. Alors, 64 cases. C'est ça. Puis là, c'est les orientations, le nord, le sud, l'ouest, les colonnes, et puis ainsi de suite. Il y a plein de c'est très riche la symbologie maçonnique. On revient encore sur Dan Brown. Regarde, il a joué là-dessus. Oui. C'est l'enfer dans son livre Le symbole perdu. Le symbole perdu. C'est que ça. C'est carrément ça. Et c'est la ville de Washington, qui est une ville maçonnique. Oui. Ça, on s'en l'enlèvera pas. C'est une ville maçonnique. C'est que ça. Mais donc, il y aurait eu... en tout cas, moi, si tu me dis que le plancher de l'église de Béranger-Saunière à Rennes-le-Château... Il y a un damier. Ben, je trouve ça intéressant parce que c'est un symbole de la franc-maçonnerie. Tu diras ce que tu voudras. Ou il dira ce que tu voudras. En tout cas, c'est pas grave. Moi, je dis ce que je pense. C'est ça. Saint-Jean-Baptiste, dans cette église-là, il y a une place prépondérante comparée à Jésus, qui semble un peu mis à l'écart. Ça, attends, ça peut vouloir dire... il peut y avoir un fond essénien, ça. Parce que Jean-Baptiste était essénien. Oui. Puis les Esséniens étaient une secte au temps de Jésus. Absolument. Une secte très peu connue. C'est pour ça qu'on le représente souvent en blanc. Ben oui, puis en robe de lin avec des sandales puis un bâton de marche. Les Esséniens étaient comme ça. Le reste n'était pas habillé de même. Personne ne s'habillait comme ça. C'est comme aujourd'hui, quand tu vois un gars qui a un turban puis une kalachnikov, tu sais de quelle religion il est. Mais à l'époque, quand il est avec une grande robe blanche, puis ainsi de suite, c'était... Alors, on soupçonne que Jésus était essénien aussi. Oui, apparemment. Édouard Chouret, à lire, absolument, les grands initiés. Oui. Vous allez retrouver dans ça mais Jean-Baptiste, définitivement, avait été... c'était un essénien. Est-ce que Béranger savait ça? Est-ce que... Oui, probablement, parce que ça se parlait beaucoup dans ces années-là. 1888, c'est l'année où ont été publiés les grands initiés d'Édouard Chouret. C'est peut-être même tombé entre ses mains, ça. Peut-être. Parce que il était dans l'occultisme, puis la métaphysique, le Béranger. Moi, plus ça avance, là, plus on avance, là, plus je découvre ça, là. Tu sais, Asmodée, le plancher en noir et blanc, là, en damier, et là, une place prépondérante à Jean-Baptiste, parce qu'il faut pas oublier que même dans les 4 évangiles, ou en tout cas surtout celui de Matthieu, parce que Matthieu était le publiciste du Christ, plus que les autres, c'est là que tu vois qu'il y a une rivalité entre les apôtres, les disciples de Jean-Baptiste et ceux de Jésus. Absolument. Et ça se parlait pas, ce monde-là. Là. Ça se parlait pas, là. Vas-y. OK. Et là, en réparant le plancher, tu sais, en continuant ça, c'est là qu'il va trouver la dalle au chevalier. Photo 4. Et plusieurs pensent que c'est un symbole templier parce qu'il ressemble étrangement au symbole templier des 2 chevaliers qui sont sur un cheval. Sur un même cheval. Sur un même cheval. Ça, c'est des templiers, ça, c'est garanti, ça. Alors que la dalle au chevalier, tu vois un chevalier à gauche et à droite, tu vois quelqu'un qui est sur un cheval qui tient comme un bébé. OK, là, on va s'arrêter 2 secondes parce qu'on vient de parler des Templiers.
il faut parler des Templiers. Il faut quand même les situer historiquement parlant, parce que sans ça, on va perdre tout le monde. Alors, pourquoi c'est important qu'on retrouverait une dalle des Templiers, alors qu'on sait que... mais enfin, pas une dalle des Templiers, mais une dalle qui illustre un dessin des Templiers. Ça leur ressemble aux Templiers. De là que plusieurs personnes ont fait l'erreur. Ça fait plus que... Mais si vous allez voir sur la photo 4, sur la où marqué Reine le château, dalle au chevalier, vous allez voir que c'est quelqu'un qui tient un bébé en l'ange. Ah, OK. Et ça a un rapport pas avec les Templiers, parce que c'est avant les Templiers qui ont été fondés en 1099 ou 1100 quelque chose, oui. Alors que cette dalle-là date de bien avant. On parle de l'an 600 ou peut-être 800 même. J'ai la date exacte à quelque part que je... Fait que, autrement dit, ça ressemble aux Templiers, voilà. Mais ce ne sont pas les Templiers. Il y en a plusieurs qui ont pensé que c'était ça. J'étais en train de commettre cette erreur. Voilà. C'est ça que tu es en train de me dire. Il y a même des livres qui ont été écrits là-dessus disant « Hey, c'est la dalle aux Templiers. » Non, c'était avant les Templiers. Ah, OK. Alors, toute la rumeur disant que c'était le trésor des Templiers, là, tu es en train de crever mon jaune. Là. OK, alors c'est pas les Templiers. Les Templiers, il faut quand même dire un peu c'est qui vite, là. C'est un ordre de chevaliers qui, à un moment donné, comme Bérengère d'ailleurs, étaient du bien bon monde, mais sont devenus subitement immensément riches. Parce qu'apparemment, ils auraient découvert sous le temple de Jérusalem un trésor à n'en plus finir, qu'on ne sait pas de qui, là. Puis peut-être même l'Arche d'Alliance. Puis l'Arche d'Alliance, puis ainsi de suite. Alors, on leur prête, il y a toute une mystique qui entoure le phénomène des Templiers. Et c'est un ordre qui était tellement riche qu'il prêtait de l'argent au pape, au roi, aux monarchies. Non, mais quand t'es rendu que tu prêtes de l'argent là au roi, puis c'est que t'en as, là. T'es riche. On dit qu'ils ont pas même les inventé... chevaliers. Les chevaliers étaient pauvres, mais ceux d'en haut étaient riches. C'est ça. Ça te fait pas penser à certaines banques? Ça fait penser à certaines modernes. banques. D'ailleurs, ils ont inventé le système bancaire. Voilà. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est que les Templiers, à un moment donné, les rois puis les chauds en ont eu assez, d'eux autres, et ils les ont tous massacrés. Pour avoir leur argent. Pour avoir leur argent, qu'ils n'ont jamais trouvé. Mais ils ont assassiné et crucifié et mortifié leur chef qui était Jacques de Molay. Jacques de Molay. J'ai vu l'endroit à Paris. Je l'ai pas vu ça. Ouais, en dessous d'un pont. C'est ici fut tué Jacques de Molay. J'ai pris une photo de ça. J'étais fasciné. Bref, ils sont disparus. C'est Philippe le Bel, si je me souviens bien, qui avait fait ça. Lui, il est mort, s'est fait traîner par son cheval. Voilà. Il a payé pour. Tel que, tu sais, la fameuse série Les Rois Maudits. C'est ça. C'est basé là-dessus. C'est ça. Ça commence avec Jacques de Molay, qui est sur le bûcher, qui dit, toi, tu vas mourir d'une telle façon. C'est ça. Soyez maudits jusqu'à la 13e génération. C'est ça. 8e génération. Ils sont fait swamper en 1789, on le sait. Ah oui. Bref, tout ça pour dire que les Templiers auraient mis eux aussi, parce qu'ils sont devenus immensément riches, auraient mis la main sur un trésor incroyable. Oui. Et là, on aurait pu penser que la dalle des chevaliers retrouvée à Rennes-le-Château, qui illustre apparemment, étant donné que 2 hommes sur un seul cheval, c'est un symbole templier, on a pensé que c'était ça, mais toi, tu dis non, c'est un templier qui tient un bébé. Et qui donne l'impression qu'ils sont 2. C'est ça. Si vous agrandissez la photo, vous allez voir, c'est carrément ça. Donc, il n'y a pas de... C'est ma photo. Donc, ce ne serait pas des bébés. Ce ne serait pas des templiers, mais, OK, alors... C'était bien avant ça. Donc... Mais ça datait de qui puis de quoi? C'est ça. Ça, je vais te revenir plus tard avec ça. OK, là... Tu finis de faire ton agace. Ben non. C'est parce que là, on parle des choses qui sont vraiment... Oui, non, juste bien. Arrivées. Et là, tout à coup, Béranger Saunière, avec Marie Delarno, se mettent à se promener dans la campagne, la nuit, le soir. Ça, c'est la petite, ça. C'est la petite. La servante. Ils se mettent à gratter des tombes pour
pour que certains messages disparaissent. Ils se mettent à creuser dans le cimetière. D'ailleurs, il va y avoir une plainte officielle déposée à la mairie de Rennes-le-Château disant « Hey, si tu fais là, tu creuses des tombes. Voyons donc. » Mais lui, il a vraiment le caractère fort. Il se fout de tout le monde. Solide. À part de ça. Mais puis il efface des noms sur des stèles, il efface des trucs. Absolument. Et heureusement qu'il y avait déjà des historiens qui les avaient pris en note, parce qu'on les aurait pu, ça. Mais c'était quoi, ça? C'était, entre autres, la pierre tombale de... Madame Daupoul. La fameuse famille des riches, là. Ouais. Et il y avait comme un message... secret là-dessus. Je te donne, là, je vais dire n'importe quoi. Mettons, elle est née en 1800, elle est morte en 1885, donc 85 ans, mettons. Puis, à l'âge de 65 ans. Ça marche pas. Ah, c'est ça. Donc, il y avait un code pour expliquer comment, mais il fallait connaître le code. OK. Alors lui, là, il veut faire disparaître des traces de quelque chose. C'est ça. Ça, c'est parce après. Il cherche vraiment quelque chose. Est-ce que c'est après qu'il soit riche? Non, il avait commencé déjà à être riche. Donc, il cherche d'autres choses. Sources de revenus. Ça, c'est moins clair. C'est probablement qu'il cherchait des petites caches d'argent aussi. Moi, je pense que oui, parce que là, le gars, il a goûté à l'argent. Il a trouvé quelque chose, lui, là. Voilà. Il est venu riche, pas pour rien, là. Non. Parce qu'il n'y a pas d'héritage. C'est pas sa famille, puis ainsi de suite. Bon. On la connaît, sa famille. Il était pas tout à fait riche. C'est pas la famille de la petite non plus. Non. Le petit mari, là. Elle était pauvre. Là. Bon, alors c'est ça vient pas d'elle. Non. Et c'est certainement pas quelqu'un dans le village qui aurait donné tout ça. On le saurait, ça se serait su, ça. Alors là, il a trouvé quelque chose, mais là, il cherche encore. Qu'est-ce qu'un curé très riche qui est en train de rénover son église, de la reconstruire, qu'est-ce qu'il a à foutre le soir? À aller se promener dans le village à Kenpel puis à commencer à gosser après les tombes. Il ramenait des roches qui, d'ailleurs, il va faire une grotte en l'honneur de... Je me souviens plus si c'est Marie ou Marie-Madeleine. C'est un des... Probablement Marie-Madeleine. J'ai les photos de ça. Et pourquoi? On sait pas. Mais c'était un genre de pierre spéciale, apparemment. OK. Selon ce que j'ai lu. En tout cas. Bon. Et tout ça, c'est des faits, ça. Ça, c'est des faits, ça. C'est pas des spéculations, c'est des faits. Tu m'avertis quand c'est le temps de spéculer, parce qu'on va faire la pause. Il me reste 2 pages. OK. En 1895, il va trouver, en continuant de chercher, une bourse. Là, il y a 2 versions. C'est soit des médailles couleur or, ou soit c'est de l'argent couleur or. Ces affaires-là. Écoute, il y a tellement eu dans cette partie de France-là, il y a eu les Goths, il y a eu les Visigoths, il y a eu des communautés religieuses. Il y a un paquet de monde, de génération en génération. Des mines d'or qui ont commencé à être creusées en... J'ai la date à quelque part en 1600 quelque. Déjà, on avait commencé à chercher de l'or en argent, du plomb. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, à l'effet que la France a une histoire à pu finir, puis ça recule très loin en arrière. Donc, Rennes-le-Château a pas toujours été rien qu'un petit village insignifiant. Ça a été un endroit visité, envahi, peu importe, par toutes sortes de monde pendant toutes ces années-là. Ceux-là qui font du détecteur de métal en France, même si c'est pas tout à fait permis, ils le savent. Là. Tu t'en vas à peu près n'importe où, puis tu vas trouver une pièce de monnaie ou un obus allemand qui n'a pas sauté. Ouais, ça arrive. Rappeler, ça. Mais tu vas trouver des vieilles pièces de monnaie tant de l'an 800 puis juste pas loin de 1600 puis écoute, c'est tout le monde a été partout. Alors qu'ici, tu vas trouver des bouchons de coke. Oui, ça. Bon, alors c'est ça la différence entre ici puis là-bas en termes historiques. Là, faut quand même, ou des pointes de flèche ici, comme René Lévesque me disait, pas le politicien, mais l'archéologue, René Lévesque. Là. Que j'étais ami aussi avec. C'était un bon ami, ça aussi, Un bon gars. Ouais, puis il était fin, ce gars-là, ça n'a pas de bon sens, mais en tout cas. Est-ce que tu sais qu'il parlait 5 langues et 8 dialectes? Pas n'importe qui, là. Une espèce de génie. Oui. C'est pour ça qu'il se tenait avec moi, tu sais. Avec moi. Bon, OK. OK.
Alors, toujours est-il que on se retrouve avec cette espèce de bourse-là qu'il a trouvée, puis qu'on ne sait pas si c'est de la vraie argent ou pas, mais on peut supposer que c'est de l'or. C'est ça. C'était couleur or, en tout cas. Il y a les deux versions. Mais en 1899, écoute, c'est pas n'importe quoi. Le Saunière achète à sa servante, Marie Deslarnaux, 6 terrains. Et là, il commence la construction du domaine, pas de l'église, du domaine. Là, il va faire 2 tours. La fameuse tour Magdala. Minute, là. C'est des sous, ça. C'est pour l'époque, c'est beaucoup de sous. C'est beaucoup d'argent. Il est riche, le gars, là. À cette époque-là, il est riche. Et ça, c'est des faits. Ça, c'est des faits, c'est incontestable. C'est pas de la légende. Non. Puis il a acheté ça à sa servante. À sa servante. Si tu parles d'un type... Ben, elle était fine. Là, faut croire. Faut croire. C'est ça, c'est qu'il va faire 2 tours. Il y a la tour Magdala. Faire du camping dans le sous-temps. Non, mais je veux dire... ça, je ne sais pas. Mais ça s'est parlé. C'est une servante, là. C'est quoi? Tu donnes pas... moi, je veux dire, j'aurais du monde qui viendrait faire le ménage en maison. Je ne rachèterais pas des terrains, là, des limites. Mais tous les curés avaient une servante. C'était connu, ça. Tu sais? Mais les deux tours, une c'est la tour Magdala, puis l'autre c'est une autre tour qui sont placées comme par hasard, comme 2 tours sur un jeu d'échecs. C'est quelque chose à voir. Magdala, en passant, c'est Madeleine. C'est Madeleine. Marie-Madeleine. Marie-Madeleine. Il va construire un jardin d'agrément, une ménagerie avec des animaux. Pas n'importe quoi, là. Oh. Puis il va construire la fameuse villa Béthanie. Lui, c'est un village du Moyen-Orient, ça. Voilà. C'est là où est né, il y a Marie de Béthanie. Marie de Béthanie, qui est la mère de Jésus. La mère de Jésus, oui, je pense. Ou Marie-Madeleine. Ou sa sœur. Des deux. Ouais. Mais ça fait rien, Alors, il y a un culte. Il y a toujours un lien. Il y a un culte à Marie-Madeleine, là, lui. Ah oui, absolument. Absolument. Qui existait. Était consacrée dès le 12e siècle, la Marie-Madeleine. Non, mais c'est un culte très, très fort dans le sud de la France, Marie-Madeleine. Là. Parce que Marie-Madeleine... Même ici, au Québec, seul le monde ne savent pas. Hein. On soupçonne que Marie-Madeleine, quand Jésus est mort, elle a sacré le camp parce qu'elle est enceinte de lui. Oui. Et elle a foutu le camp parce que là, c'était dangereux pour elle. Par les Romains. Oui, c'est ça. Mais c'était dangereux. Pas une descendance. Pas les Romains, les Hébreux. Les Romains s'en foutaient. Les deux. Les Romains... Moi, je pense que c'est plus le Sanhédrin. Moi, je pense Romain, parce que lorsqu'il est mis sur la croix, ça, c'est un rite romain. C'est pas un rite romain, c'est la chaise électrique de l'époque. Oui, c'était fait pour mais c'était fait pour tout le monde. Mais c'était fait pour que la personne souffre des jours, voire des semaines. Je sais, mais puis il a resté là juste 3 heures. Ouais, non, je sais. Tu peux pas qu'il soit mort là. C'est ça. C'est presque impossible. On le sait qu'il est pas mort là. Quoi qu'il s'est fait massacrer. En tout cas, mais mon point, c'est pas ça. Là, on en reparlera. Mon point, c'est pas ça. C'est que Marie-Madeleine, enceinte de Jésus, il y en a qui vont aimer ça, elle s'est sauvée, elle a disparu et elle aurait fait, avec l'aide de Jean, notamment, l'apôtre Jean, là, et de plusieurs autres, comme une espèce de grosse escorte pour protéger Marie-Madeleine, elle serait partie, elle aurait quitté la Galilée pour se rendre par bateau et atterrir à différents endroits et finalement aboutir à Marseille. Voilà. À Marcella, Marcella, qui s'appelait Marcella dans ce temps-là. C'était pas Marseille comme aujourd'hui. Non. Et c'est de là que le culte de Marie-Madeleine s'est développé. Voilà. Mais c'est important de le dire, ça, parce que y a pas beaucoup de monde qui savent ça, là. Non. Puis il y a pas beaucoup de monde non plus qui vont accepter l'idée que Jésus aurait enfanté, engrossé Marie-Madeleine. Et qui aurait eu une fille après ça. Puis il y a toute une descendance. Et là, ils se seraient mêlés aux Mérovingiens. C'est l'énigme. C'est une planche. Chez les francs-maçons, on appelle ça comme ça. Quand tu fais une étude, c'est une planche. On appelle ça une planche, oui. C'est une planche d'étude. C'est une planche assez importante, ça, chez les maçons, ça. Cette question-là, qui est débattue. Mais c'est parce que t'as des loges historiques, t'as des loges économiques, t'as des loges quasiment sportives, t'as des loges qui ont des spécialités chez les maçons. C'est pas tout pareil. Si tu peux rentrer dans une loge maçonnique où ça parle de sport.
Tu sais, c'est une façon de parler, là. Mais, oui, je comprends. Puis un autre, c'est plus des hommes d'affaires, beaucoup de militaires. Un autre, c'est tous des policiers. Un autre, c'est ci, c'est ça. Alors, t'as des spécialités, puis t'en as qui c'est des loges carrément d'études, là, d'histoire, puis ainsi de suite. Tu sais, c'est ça, j'aimerais ça. Ben, c'est celles-là les plus intéressantes, mais tu ne rentres pas dans les francs-maçons. On vient Ils te viennent chercher. te chercher, hein, c'est ça? On vient te chercher, c'est ça. C'est pas toi qui... Non. Tu peux pas faire application. Voilà. Si t'en connais un qui est maçon, tu peux lui demander s'il veut Non, je lui te connais personne, parrainer, moi, qui était dedans. c'est ça. Mon mais père qui était chevalier de colon, mais non, ben non, ça c'est une autre histoire. Ça. ma mère était d'un fille d'Isabelle. C'est ça, ben exact. OK, alors pour en revenir à nos moutons, on était rendu où, là? OK, là, on est en 1910. Saunière, il y a une collection de timbres, il y a des vêtements coûteux, il achète des bijoux puis des parures à Marie. Ça marche pas. Là, il est riche, là. Il est riche. Ça marche pas, ça. Il trouve des affaires, le gars, là. Et là, l'Église commence à se poser des questions. On va faire la pause, puis quand on va revenir, on va aborder la légende, j'imagine. Mais il y a une chose qui est sûre, là, si je retiens bien ça, on se rappelle qu'on est au début du 20e siècle, il commence à vieillir, là, lui, là. Oui. Mais tu trouves pas de l'or comme ça. Il faut que tu partes avec ça, puis t'ailles échanger ça pour de l'argent quelque part. Tu sais, c'est pas... il a pas trouvé des billets, il a pas trouvé des euros, là, lui, là, ou des anciens francs, là. Tu comprends-tu? C'est pas de l'argent en papier qu'il a trouvé. Il a trouvé des valeurs qu'il a pu changer en argent pour payer des terrains. Voilà. Acheter des terrains, acheter des bijoux. Alors, il y avait du fric, le gars, mais ce fric-là, il vient de pièces d'or. Et des vieilles affaires aussi. Ou de vieilles choses. En argent. En argent, mais il a fallu qu'il négocie ça, là. Oui. Il n'y a pas de trace de ce négoce-là, là. Il y avait apparemment un compte, je vais retrouver le OK, ben tu chercheras ça pendant qu'on va demander à Guillaume de nous faire une pause, puis on revient après ça. À toi, Guillaume. CJMD 96.9, l'alternative radiophonique. Nous, on fait les choses différemment. C'est votre radio. 50% talk, 50% musical. Talk, rock and hip-hop radio station. Willy Matin avec William Boivin. Un Maurice Richard, un Jean Béliveau, un Mario Lemieux, un Patrick Roy pour les pauvres. Je ne sais pas si Bill Foley nous a écouté la semaine dernière, mais il a suivi notre conseil de nommer sa franchise et son équipe les Golden Knights de Las Vegas. Ben oui, absolument. J'ai vu, évidemment, j'ai assisté à cette parade de bougons collective. Là. Les gens qui disaient, ils ont copié sur le Titan Acadie Batters. Come on, penses-tu vraiment que Bill Foley s'en crisse pas du Titan Acadie Batters? Là, c'est quoi? C'est une équipe de la Ligue nationale, à Vegas, c'est on the top of the world. Il n'y a pas... tu sais, Bill Foley n'a pas fait Google Images Gladiateur. Willy Matin, le seul fan des Browns de Cleveland qui prétend connaître le sport. Du lundi au jeudi, dès 7h30 le matin. Vous êtes à la dernière minute pour vos rencontres des fêtes? Vous avez simplement envie d'une belle découverte culinaire? Casa Mia Pasta, c'est la solution. Faites-moi confiance. C'est situé au 34 rue Charles-Acadieux entre Président Kennedy et les Galeries Chagnon. À découvrir. Ses tables d'hôtes du midi, ses plats de viande d'une qualité incomparable, ses plats de pâtes relevés, son ambiance chaleureuse, son service personnalisé, des assiettes de viande à 25 $, des ribs, des steaks AAA, filet mignon, seulement 27 $. Allez-y pour le changement. Allez-y pour la découverte. Casa Mia Pasta, 34 rue Charles-Acadieux, entre la route du Président Kennedy et les Galeries Chagnon. Le chef Raphaël et son équipe rêvent d'accueillir votre équipe de travail. CJMD. Du lundi au jeudi, dès 15h30, c'est Politique correct avec Guillaume Raté-Côté. Comment ça que t'as pas de chien à la maison, mais que tu participes à l'émission Célibataire et nu, passionné des chiens? C'est parce qu'il est chez mon père, mais la joke commence parce que j'ai fait tatouer le nom de mon chien sur moi. OK. Bonne idée. Ça, c'est mon avis sur les tatous. C'était un peu sérieux. On commence à... Bon, on fait le tour de la question, mais on va suivre. On va faire un suivi. Bon, ben, on va être là ce soir, puis on va faire des invitations. On se donnera un suivi. Politique correct avec Guillaume Raté-Côté. And we will make America great again. CJMD 96.9, c'est quoi? C'est l'alternative radio. T'as le goût d'une belle histoire et d'un bon film? avec tout ce qui vient avec. Eh bien, le Cinéma Lido sur la Rive-Sud t'offre une expérience incomparable.
pour vrai. Avec une salle de projection certifiée première, 30 000 watts de son, le confort des sièges et de l'espace. Le Cinéma Lido, la place pour voir un film 44 du président Kennedy au Promenade Lévis ou visiter le site internet www.ciné-détente.ca. Vous êtes à la recherche d'une propriété? hervépouliotte.com. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Je vous offre gratuitement mon aide pour dénicher votre maison de rêve à travers le réseau immobilier Centris. hervépouliotte.com. Profitez de mon expertise. Fini le stress pour vous. hervépouliotte.com. Je connais très bien le marché de l'immobilier. Je négocie pour vous. Je trouverai la propriété qui répondra à vos besoins. Profitez-en maintenant. C'est gratuit. hervépouliotte.com. hervépouliotte.com. Vous pensez vous lancer en affaires? Vous avez des idées, mais vous ne savez pas à qui vous adresser? Vous auriez besoin de conseillers d'experts, d'accompagnement ou de financement? Il existe à Lévis un guichet unique au service des promoteurs et des entreprises. Chez Développement économique Lévis, nous sommes spécialisés dans le démarrage, la croissance et le transfert d'entreprises. Nous mettons aussi au service de nos clients l'expertise d'un réseau de 80 partenaires experts en développement économique. Pour donner vie à votre projet d'affaires, contactez les professionnels de Développement économique Lévis au 88 835 82 46. Vous écoutez Les Faits maudits avec Jean Cazot sur les ondes de CJMD Lévis 96,9. Vous êtes expérienceur, auteur ou expert. Faites-vous connaître à jcazot@commercialvideotron.ca. Eh ben voilà, nous sommes de retour avec Jean Morissette, chroniqueur de l'émission Les Faits maudits. Il sera de retour le 14 janvier pour nous parler de psychométrie. C'était la capacité de découvrir des personnes disparues, des personnes qui auraient été assassinées, notamment, des choses du genre. Il sera de retour également un petit peu plus tard dans la saison, c'est-à-dire, donnez-moi 2 secondes, je tombe dessus, le 18 février, pour cette fois-là nous parler de Nikola Tesla et de Matthews. Vous pouvez, quand vous allez aller sur le site de l'émission, le mien, là, de l'émission d'aujourd'hui, vous allez voir que le nom de Jean Morissette c'est un lien, finalement, qui nous emmène sur tes affaires à toi. Sur mes pages. Petites et grandes énigmes. Petits et grands mystères de ce monde. Bon, voilà. Alors ça, c'est son site à lui. Et vous aurez aussi l'occasion de voir toutes les photos qui illustrent le sujet d'aujourd'hui. Une qui m'a impressionné, moi, que j'ai mis sur mon site. Là, il n'est pas en ligne encore, je suis ici, là, mais rendu à la maison, je vais le mettre en ligne avec le podcast aussi. Et je reviens donc là-dessus. Le podcast, c'est mon petit slogan, ça, de l'émission. Si vous aimez ce que vous entendez, partagez-le. Partagez-le, envoyez ça à des amis, dites-leur, écoute, ça, c'est bon, ça parlait de ça, je sais que t'aimais ça, les sujets-là, bien sûr. Alors, partagez-le, n'hésitez pas. Et donc, c'est ça, il y a sur le site en question, il y a des photographies assez remarquables. J'en ai mis une couple, là, mais toi, t'en as plus que ça sur ta page. 16. J'ai 16 photos, mais si vous allez sur mon site, ma page Facebook, Reine Le Château 360, toutes mes photos sont là. OK. Alors, je vais résumer ça vite en 30 secondes. Un curé pauvre, abouti dans une paroisse pauvre d'un village pauvre qui s'appelle Rennes-le-Château, et il s'installe là, puis il fait ses affaires, puis à un moment donné, il commence à découvrir des choses, des documents, des affaires, puis là, ça avance, puis à un moment donné, il commence à réparer son église, mais il y a bien de la misère, puisque d'abord, elle est tout en démanche, plus un chac que n'importe quoi d'autre, et mais soudainement, et je dis bien soudainement, trouve de l'argent, on sait pas d'où, on sait pas comment, il en parle pas, et il se fout pas mal de ce qu'on lui demande comme question ou de rendre des comptes. Il envoyait promener le monde correct. On sait qu'il est associé, on présume qu'il est l'amant de sa servante, mais ça, on le présume parce que c'est un homme, puis c'est pas parce qu'il est prêtre que ça change quoi que ce soit. On le sait, ça. Alors, il est donc avec elle, et puis toute jeune, 18 ans, lui, il a quoi? Ben là, il l'a eu à 18 ans, mais là, on est rendu plus loin. Là. Il commence à vieillir. Mais là, les années passent et il doit trouver quelque chose. Il trouve parce que plein de petites affaires un peu partout. Un peu partout, mais là, c'est plus des petites affaires. Parce que le gars, là. Ouais, il fouille, mais il trouve. Ouais. Et ce qu'il trouve, il le trouve parce qu'il est guidé par quelqu'un. Là. On dit, regarde,
qu'il a trouvé quelque chose on sait où fouiller. Jamais je croirais que personne n'a fouillé avant lui. Ou il a trouvé des documents qu'il a réussi à déchiffrer. À déchiffrer, puis qui indiquent des endroits où quelqu'un lui dit où c'est creuser. Ça. Et là, il trouve une dalle, puis on présume, les chercheurs ont pensé, j'étais un de ceux-là, ont pensé, qu'il avait trouvé le trésor des Templiers. Mais semble-t-il que la dalle n'évoque pas les Templiers. Ah non, c'est bien avant. C'est plutôt maçonnique, ce qu'on retrouve. Moi, je dis ça. C'est moi qui dis ça. Beaucoup de choses dont tu me parles, puis que pour moi, c'est pas le seul qui pense ça, là. Une résonance maçonnique, c'est ça. Puis il faut pas oublier que la franc-maçonnerie, je veux dire, c'est pas mal plus vieux qu'on pense. Ça date du temple de Jérusalem, ça là. Voilà. Hiram, là, c'était le prêtre d'Hiram, là, ça date de Jérusalem, ça. Oui. Et Saunière finit par trouver tellement d'argent qu'il offre des terrains à j'allais dire sa bien-aimée, mais quand même, sa servante, c'est ça, la servante. Et donc, elle est riche avec lui. Puis c'est pas fini. Là, il érige un domaine avec des tours. Des tours. C'est magnifique, ça coûte de l'argent, ça. Oui, c'est... Et en plus de ça, il construit des jardins avec des animaux, comme un mini-zoo, un jardin d'agrément, comme tu dis. Alors là, minute, enough is enough. Où tu pognes ça, cet argent-là, mon homme? Ne serait-ce que l'impôt sur le revenu. Il y a toujours bien quelqu'un, une chance, c'est pas arrivé à Québec, ça, parce que ça serait fait ramasser par l'impôt. Ouais, mais là, c'est l'Église qui va lui tomber dessus, là. Ouais, là, l'archevêque de Carcassonne, justement, qui, lui, commence à se poser à des questions. Alors, là, est-ce qu'on est... Tu me le dis quand on sort des faits, là. Parce que là, on est encore dans les faits. On est toujours dans les faits. Entre 1900, quoi que l'on en parle un peu quand même. Entre 1900 et 1910, que l'on est rendu, là. Ouais. Là, l'Église, il va l'accuser de simonie. C'est quoi, simonie? Simonie, c'est de vendre des calices, puis des ciboires, puis des hosties. Voilà. Mais sauf que ça marche pas. Il en vend pas. Il en achète. Oh! Okay. Mais quoi qu'il a donné des vieux calices et des vieilles monnaies à certains de ses amis. OK. Mais qui sont vieux. Et qui datent pas du temps ce que lui est là comme prêtre. Donc, c'est avant. Donc, c'est des trucs qu'il a trouvés. Voilà. Il a mis la main sur quelque chose, lui, là. On l'accuse également de trafic de messes. C'est sûr que ses comptes, ils sont truqués. OK. Mais tu bâtis pas des domaines avec ça. Ça marche pas, parce que même si tout le monde y paye des messes pendant 20 ans d'avance, ça l'explique pas tout son argent. Non, puis de toute façon, les villageois sont pauvres. Voilà. Alors, c'est pas les villageois qui l'ont rendu riche, là. Et là, en 1909, son archevêque, il dit enough, comme que tu disais. Ouais, enough is enough. Tu t'en vas dans un autre village. Il bougera pas. Il reste à Rennes-le-Château. Même si l'ordre y est absolument donné de toi dehors, il reste là. OK, là, il faut comprendre comment ça marche, l'Église, là. L'Église, c'est pas une démocratie, là. Non. Et quand l'archevêque dit, tu t'en vas... Parce que t'as fait vœu de pauvreté et d'obéissance. Il y a un autre que je m'en rappelle pas. Chasteté. Chasteté, ouais. T'en parleras à sa servante. Ah, ben là, c'est bon. Elle va te le dire. Et là, t'as donc l'archevêque qui dit, toi, tu t'en vas, là. Oui, tu t'en vas, toi, Saunière d'or. Ouais. Moi, j'ai travaillé dans différentes stations de radio. Quand le président de Radio Mutuelle disait au directeur général de telle station, tu t'en vas, tu pars de là, puis tu t'en vas à Trois-Rivières. Là. Tu t'en allais le lendemain, hein? Le lendemain, tu faisais tes valises, puis tu t'en allais à Trois-Rivières. Là. Tu quittais Montréal, puis c'était fini. Là. C'est ça. Puis c'était de même. Là. Sans ça, tu perdais ta job. Ben, c'est normal si t'es pas syndiqué. Mais bon. Directeur général. Ah oui, c'est ça. Non, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça que je dis. Alors là, c'est la même chose. Pour l'Église, c'est la même chose. C'est une business, l'Église, en partant. Alors, l'archevêque, c'est le président, directeur général là, de la patente. Puis Saunière dehors, non, il reste. Il reste solide à part ça. Et il se fait défendre par un avocat. Puis l'avocat, moi j'ai lu ses échanges de lettres avec son avocat là. C'est des perles. L'avocat, il se met à genoux à quatre pattes puis il dit Monsieur l'abbé Saunière, vous devriez, je vous recommande de. Puis Saunière, il dit oui, ok, on va prendre un rendez-vous parce que c'était loin dans ce temps-là. Ben oui. Fallait qu'il aille par train. Mercredi dans 15 jours. Il se présente jamais. Okay. Il va jamais à ses rendez-vous. Il est convoqué chez l'archevêque. Il se rend jamais. Il reste là. C'est tout un caractère. Ah oui. Tout un caractère. Écoute, en 1910, il est suspendu à Divini. À Divini? À Divini. Ce qui veut dire?
jusqu'à la mort, il est plus prêtre. De sa charge de curé, mais il reste en place puis il continue de dire ses messes. Oh, il est baveux. Puis là, il a toujours son domaine. Il a toujours son domaine. Puis il a ses agréments, puis il a son zoo, puis il a sa servante. C'est ça. Il continue avec, là. Oui. Écoute, en comment est-ce qu'elle s'appelle, elle, déjà? Là? Marie Delarnaud. Marie, comme par hasard. Je ne sais pas s'il l'a choisi pour son prénom. Ça a dû aider. Il faudrait peut-être aider. Oui, parce que lui, il a le culte de Marie-Madeleine. Ah oui, ça c'est sûr. Ça, c'est certain. En 1913, on ne sait pas trop pourquoi, il est réhabilité. Mais lui avait un autre frère qui était prêtre aussi, puis qui lui était plus riche ou plus ratoureux, ou on sait pas trop. Ils se ressemblent, puis d'ailleurs, il y a des photos de un que l'on prend pour l'autre. Puis, tu sais, à Rennes-le-Château, tout est en double, hein. Tout est en double. C'est assez bizarre, ça. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est que t'as, genre, pour aller dans la serre, fallait monter genre 12 ou 13 marches, alors que pour aller à un autre endroit, tu descendais 12 ou 13 marches. Tu sais, c'est le même nombre de marches. Il y a une espèce de parallélisme. C'est ça. Là. Et t'as Marie Nègre, c'est son nom de famille, et t'as un endroit... Comme ça, Marie Nègre. Nègre comme nègre? N-E-G-R-E, celle que je t'ai nommée tantôt. Delarnaud? Non, c'est quelqu'un que je t'ai nommé tantôt. D'Opole, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, Marine, tu parles d'un nom, toi. Oui, et t'as un endroit dans la région qui s'appelle Noir, puis t'as un autre endroit qui s'appelle Blanchefort. C'est tout opposé, c'est tout en double, c'est tout en... OK, il y a plein de symbologie, finalement. Voilà. Bon, OK. Alors là, on est en 1913. Il est réhabilité. On ne sait pas trop pourquoi. En 1915, il est interdit de messe encore. Mais lui, ça le dérange pas. Il y a un nouveau prêtre qui, lui, est dans l'église qui est toute rénovée. Ah oui, c'est ça. Personne ne va le voir. Ils vont tous voir Saunière qui lui continue de dire ses messes. Puis tous les villageois s'accrochent à Saunière, puis le petit prêtre qui est là, lui, ben coudonc, il frotte les calices. Parce que dans sa ville-là, il y a une petite chapelle et il dit ces messes-là. Eh ben. En 1917. Alors, il passe au travers de la Première Guerre mondiale, comme si c'était rien, là, lui, là. Ouais. C'est ça. C'est vrai que ça a pas touché, la Première Guerre mondiale n'a pas touché le sud de la France, tout comme la Deuxième Guerre non plus. Ça s'est tout passé dans le nord avec aux frontières de la Belgique et de l'Allemagne. Alors c'est sûr que il y a ça. Qu'apparemment que dans ce coin-là, il y avait vraiment des bagarres de poing entre les deux divisions, là, ceux qui étaient pour, je sais pas, moi je suis pas beaucoup la Première Guerre pour la Première Guerre mondiale. Non. La deuxième, les pétainistes et c'était politique. Ah. En tout cas, peu importe. C'est ça. Ouais. De toute façon, la France... T'avais, mettons, ceux qui étaient pour le libéral, puis ceux qui étaient, mettons... Ouais, mais la France, c'est la gauche plurielle, puis la droite plurielle. Bon, ben c'est ça. Et apparemment que ça venait souvent au point. Il y a même des récits qui disent que Saunière, au début, qui se battait, là. Tu te rappelles pas comment ça se passait ici, en 70? Non. Ouais. Là, écoute, on commence à rentrer dans la légende. En 1917, Béranger Saunière se sent malade. Okay. Il fait venir, et là, il y a deux versions. T'as l'abbé Rivière qui va le confesser, ou t'as l'abbé, l'autre, je me souviens pas, en tout cas, il y a deux versions. C'est pas important. Écoute, il va se confesser, et l'abbé qui reçoit sa confession, qui est censé fermer sa gueule. Ouais, mais c'est pas ça, là. C'est le secret de la confession. Il va sortir et il va lui refuser les derniers sacrements. Le dernier sacrement, il dira pas. Il l'aura pas. Il va l'avoir 2 jours après sa mort. Tu veux dire que... Attends, là, mais il est pas mort, là, encore. Non, mais en 1917, il meurt le 22 janvier 1917. Ah, il meurt en janvier. Oui. OK, des suites de sa maladie. Mais lui, il savait qu'il allait mourir, donc il est allé se confesser. Son confesseur. Le confesseur est sorti de là, puis il a dit... Il a claqué la porte et s'est dit que ce confesseur-là, ce prêtre-là, qui était d'une humeur joyeuse, ne sourira plus jamais. Jamais, il va devenir... Bon. Là, c'est là que la légende tombe dans la légende. Oui, là, ça commence. Pourquoi? La légende, le fun, comme on dit, mais est-ce qu'on peut ressortir de ça? Parce qu'il y a toujours quelque chose de vrai
derrière une légende. Sans Voilà. ça devient un conte. Voilà. Il y a une différence entre un conte et une légende. Une méchante. Alors, la légende qu'on a là, ça veut donc dire qu'il aurait reconnu avoir commis quelque chose de très, très grave. Très, très grave. À l'époque, c'est soit sexuel, parce que l'Église puis le sexe, ça marche pas. Non. Ça a jamais marché. Ça a toujours été l'ennemi. L'ennemi de l'Église, c'est le sexe. Et l'argent, quand c'est pas elle qui l'a. OK? Bon. Oh oui, on se comprend très bien. Bon, maintenant, là, qu'est-ce que je retiens de ça? Moi, c'est pas compliqué, là. C'est qu'il a commis quelque chose qui a affaire avec l'argent, ça on le sait. Le sexe, on peut l'imaginer avec Marie Delarno ou Emma Calvé, ou les deux, selon les légendes. Et les deux. Il y en a qui disent qu'il l'a jamais vu. D'accord. Emma Calvé, mais bon. C'est ça. Et là, mais ça suffit pas à faire sortir un prêtre du box du confessionnal en hurlant. Sans lui donner l'absolution. C'est ça. L'absolution. Il l'a pas eu. Il l'a pas eu. Et ça, c'est incroyable, ça. Là. Il va l'avoir 2 jours après sa mort. Ouais, non, je comprends, mais je veux dire, ça reste que, il a dû reconnaître quelque chose de monstrueux. Là, absolument. D'une certaine façon. Ah ouais. OK. Et bizarrement, ce prêtre-là, qui s'appelle Rivière ou un autre, à son tour, sur son terrain de son église, il va faire construire deux grottes avec le même genre de pierre qu'on a parlé tout à l'heure. C'est ça, que Béranger Saunière allait chercher dans la campagne. Quand il allait chercher le soir avec sa servante. Voilà. Une que c'est pour Notre-Dame de Lourdes, elle est dédiée à Notre-Dame de Lourdes. Et l'autre, et j'ai vu la photo. Mais ça, c'est pas Béranger qui a fait ces grottes-là. Non, c'est Rivière ou l'autre. Ouais. Et l'autre qui va faire, écoute, ça représente un Christ allongé dans un linceul au creux d'une caverne, avec les yeux entrouverts. OK. Pourquoi tu me regardes de même? Parce que c'est moi qui l'avais fait. C'est quelque chose. Non, je comprends pas. Je te suis pas. Non? Non. Okay. C'est ça. C'est là que ça rentre dans la légende. Ben, c'est ça, mais je comprends de pas. ceux qui croient que Jésus est pas mort sur la croix. Okay, c'est des prêtres, là. Là, je te suis. C'est des prêtres, là. Oui. Ils sont supposés dire Jésus est mort, ressuscité, est monté au ciel, est à la droite de Dieu. Ils nous apprenaient ça par cœur. Puis les prêtres, encore plus. Et là, OK, je comprends. Là, alors là, d'abord, en langue, en français, c'est un gisant. Voilà, absolument. Ouais, c'est un gisant. Mais les yeux entrouverts. Mais les yeux entrouverts, ça veut dire qu'il est pas mort. Je comprends. Le message, Jésus est pas mort sur la croix. D'accord. Là, OK, là, je te suis. Ça. Il était là, il me regardait de main comme ça. C'est comme s'il me disait, Caso, allume. Ben oui, mais là, j'allume. OK. C'est l'effet que je voulais aussi. Oui. Parce que le monde suit, puis ben là, ils viennent d'allumer, là. Et voilà. Okay. Donc, Jésus n'est pas mort, c'est le message de cette grotte-là. Puis Rivière, ça, c'est celui qui l'a confessé. Ben, c'est un des deux noms qui sort de celui qui l'a confessé. Alors, il a construit cette grotte-là. C'est peut-être pour ça que l'autre est sorti du confessionnal, là, quand Béranger, c'est lui, c'est ça. Lui a peut-être dit, Jésus, là, ton Jésus, là, que tu dis qu'il est au ciel. Il est pas mort. Il est là, il est là, ouais, c'est ça. Il est pas mort sur la croix, il a pas ressuscité, il s'est levé, puis il a sacré son cœur. T'imagines-tu? Ouais. Pour un prêtre qui croit, là. Dans ces années-là. Que c'est sa vie, il a consacré sa vie à un Dieu. Dans ces années-là. Et à son fils qui s'appelle Jésus. Ouais. Puis là, tout d'un coup, paf, c'est plus vrai. Ouais. Moi, vois-tu, moi, je suis de la génération des années 50, 60. Moi, tout. C'est clair que, quand, on dit, comment il s'appelle, donc, celui qui a écrit La Dernière Tentation. Ah oui, je l'ai lu, ça. C'est quelque chose. Il y a même un film là-dessus. Ah oui, je sais, mais j'essaie de me souvenir du nom. Ouais, mais qu'importe, il a écrit ce livre-là, La Dernière Tentation. Et là, c'était, puis il y a eu un film, et là, c'est les associations chrétiennes, catholiques, là, ça rentrait dans les cinémas, puis ça huait, puis ça faisait tout les temps. C'était, bon, aujourd'hui, Dan Vinci Code sort son livre, personne ne réagit, tu sais. C'est fini, ça nous dérange plus qu'on nous dise que Jésus Dan Vinci Code, il y a quelqu'un de la moralité du Vatican qui avait dit, lisez pas le livre, puis allez pas voir le film. Une maudite belle façon je leur avais répondu, moi. Moi, j'aurais-tu aimé ça? Moi, quelqu'un dit ça de mes livres. Hey, ça, je suis venu malin, là, j'ai dit, est-ce que je peux vous rappeler que c'est juste un livre et un film? Non, mais de toute façon, c'est pas ça. C'est l'idée que, mais à cette époque-là, c'était irrecevable, l'idée, en 1910, de dire que Jésus est pas mort
et qu'il était avec Marie-Madeleine, puis qu'il a eu un enfant. Non. Ça, si c'est peut-être ça qu'il a dit à son confesseur. Probablement. Quand je t'ai dit qu'il a fait de quoi de monstrueux, là, c'est là que ça commence à faire du sens, parce que la grotte dans laquelle on retrouve le Jésus couché, les yeux demi-ouverts, c'est ça le message? Ah oui. Ouais. Oui. OK. Et là, je te ffais ça vite, là. En 1953, le 24 janvier, Marie Desnarnaud, elle a le même genre de... va mourir de la même elle meurt pas, là. façon. Elle est encore en vie, là. Oui, de la même façon que lui? Que Béranger, une attaque cérébrale qui les laisse sans voix. C'est ça, un AVC. Le 29 janvier, elle meurt et elle va être enterrée juste à côté. En 1917? Non, 1953, là. Oh! On est en 53. Shit, t'as fait un step en avant, et voilà. T'as pas averti. Non. Fait que, mais entre 1917 et 1953, il n'y a rien qui se passe. Non. Est-ce que... Oui, mais c'est pas assez... Mais est-ce que... Qu'est-ce qu'on a fait avec elle? Est-ce qu'on l'a rencontré? Il y a dû y avoir des gens qui ont voulu, qui ont parlé, cette femme-là? Oui, elle aurait dit, parce que c'est des peu bon, vous marchez sur le trésor à Saunière et vous le savez pas. Est-ce qu'elle parlait du château? Est-ce qu'elle parlait de grottes pas loin? Est-ce qu'elle parlait de métaux qui valaient cher? Est-ce qu'elle parlait de mines? Est-ce qu'elle parlait de... Vous marchez dessus et vous le savez pas. Wow. Et comment elle a vécu, elle? Très pauvrement. Très pauvrement. Elle, quand Saunière, vers la fin de sa vie... Excuse-moi, là, mais elle avait 6 terrains, là. Ouais, mais c'est ça, mais fallait quand même qu'elle paye ses impôts. Mais t'es vents? C'est ça qu'elle a fait. Alors que si elle aurait été riche, ouais. elle aurait... ça y aurait rien fouté, là. Quelqu'un qui est riche puis qui a un impôt à payer, il va le payer. Mais elle, c'est ça. Lui, il est mort pauvre, sauf ce qu'il y avait sa villa puis l'église, tatata, mais renié par l'église. Puis elle avait ses terrains, de quelques possessions, et il a fallu qu'elle vende tout ça pour survivre. Financièrement, on parle. Là. OK. Ouais. Sauf qu'encore une fois, elle aurait dit, vous marchez dessus, puis vous le savez, Et là, on rentre dans les hypothèses. OK? On fait une petite pausette? Oui. Hein? On va faire une petite pausette, et puis on va revenir là-dessus sur le dernier bloc. C'est ça. C'est le dernier bloc. C'est là qu'on va voir exactement... Là, on va y aller vite. On va y aller jusqu'à midi. OK, on va revenir après ceci. CJMD 96.9, format complètement libre. On informe, on débat, on déconne et on est totalement indépendant. Ça brasse fort avec Willy le matin, Politique correct, les deux snooze hip-hop urbain, 100% hip-hop, Jeff and Roses et la playlist la plus déjantée au monde. CJMD 96.9, votre alternative radiophonique. Pas besoin d'être un fervent écolo pour récupérer, juste besoin de vouloir acheter intelligemment. Pourquoi payer 10 fois le prix pour du neuf quand on peut avoir de l'usager qui fait parfaitement le travail? Pour vous trouver des vêtements, des meubles, de la vaisselle, des décorations qui vous conviennent, faites comme moi, allez à la ressourcerie de Lévis pour vous assurer des meilleurs choix dans l'usager. Du magasinage sans culpabilité, des résultats inespérés. Anciennement le Génie Bleu, la ressourcerie de Lévis se trouve au 24 rue Charles-Acadieux, entre la route du président Kennedy et les Galeries Chagnon. Commencez vos courses par là pour pas manquer de place dans l'auto, mais surtout pour pas payer trop cher pour rien. Pour la place, en fait, c'est pas trop grave. Ils livrent à 15 $ partout à Lévis ou gratuitement presque partout dans la grande région si on achète pour plus de 250. Puis pour ce prix-là, on a du stock à la ressourcerie. Plus d'infos, 838-8889, la ressourcerie de Lévis, là où l'économie sociale prend tout son sens, 24 rue Charles-Acadieux. T'as le goût d'une belle histoire et d'un bon film avec tout ce qui vient avec? Eh bien, le Cinéma Lido sur la Rive-Sud t'offre une expérience incomparable, pour vrai, avec une salle de projection certifiée première, 30 000 watts de son, le confort des sièges et de l'espace. Le Cinéma Lido, la place pour voir un film 44 du président Kennedy au Promenade Lévis ou visiter le site internet www.ciné-détente.ca.
Un véhicule neuf, c'est pas pour tout le monde et encore moins pour tous les budgets. Automobile Desjardins du 20 315 boulevard Henri Bourassa le sait et se spécialise dans la vente de voitures d'occasion de qualité. Chez Automobile Desjardins, vous trouverez un véhicule récent qui répond à votre budget, mais aussi à vos besoins. Problème de crédit, ne vous en faites pas. Notre service de financement dispose de la souplesse qui vous convient. Composez le 1-855-886-1028 pour joindre notre équipe ou visiter notre page Facebook. Automobile Desjardins du 20 315 Henri Bourassa à Charlebourg ou visitez le www.autodesjardins.com. Vous écoutez Les Faits maudits avec Jean Cazot sur les ondes de CJMD Lévis 96,9. Une très rare émission au Québec consacrée entièrement à l'ufologie, la métaphysique et le paranormal. On est de retour avec Jean Morissette, chroniqueur à l'émission Les Faits maudits, revient une fois par mois. Et là, Jean, on conclut l'affaire Rennes-le-Château, puis on essaie de savoir où il a pris cet argent-là. Alors, il doit y avoir des théories, des hypothèses, des plus fous, les plus folles. Es-tu capable de cerner à la fois, parce que moi j'aime bien rêvasser, là, mais je veux dire, faut quand même rester crédible. Voilà. Alors, les hypothèses les plus crédibles, peut-être une coupe de folle au travers, mais au moins les plus crédibles, celles qui seraient possiblement authentiques et qui expliqueraient, mais ça, incluant le fameux trésor des Templiers. Bon, voilà. Est-ce que ça, c'en est une hypothèse? Oui, ça, c'est celle qui se parle le plus. OK, bon, la première hypothèse, c'est qu'il aurait trouvé ce que l'on appelle un trésor banal. Tu sais, mais quand même riche, mais banal. Mais qui viendrait de... Dans le sens, c'est ça. Est-ce que ça vient d'une mine d'or? Est-ce que ça vient d'un trésor wisigoth ou romain ou de communautés religieuses? Est-ce que c'était le trésor du château d'Eaupoul? Parce que tu sais qu'il y a plein de choses qui ont été trouvées proche de Rennes-le-Château. Il y a une demi-statue en or pur qui a été trouvée. Photo 10. Les chercheurs présentement qui font du détecteur de métal trouvent régulièrement des caches d'argent que l'on appelle, c'est des monnaies, c'est des lots de monnaie. Donc, il aurait mis la main sur des ressources orifères, probablement, ou autres, qu'il aurait revendues. Et voilà. Alors, mais banal, c'est-à-dire d'origine banale et non exotique. Là. Non. Dû au fait que dans ce secteur-là, tout le monde est passé à Rennes-le-Château depuis... ça se peut qu'il y ait une grotte avec plein de... Depuis 1500 ans. Un gros butin, là, tu sais. Un butin de pirate. Un butin de piraterie, parce que ça existait à l'époque. Oui, ça existait, puis ça existe encore. Je parle pas des corsaires, parce que c'est pas sur le bord de la mer, ça, cette affaire-là. Non. Mais on parle pas de ce type de trésor-là. On parle de genre de trésor. Les butins, quand les barbares rentraient, ils pillaient. Puis à un moment donné, peut-être ils cachaient des choses. Ils cachaient des choses pour les reprendre en revenant. Disant, on va revenir, mais ils revenaient pas tout le temps. Ils revenaient pas parce qu'ils s'étaient fait battre ou quelque chose de genre. Ouais, ça a du sens. Il y en a probablement ailleurs. Tu sais, de ça. Alors, ça, c'est une des hypothèses. Moi, l'hypothèse que j'aime beaucoup, c'est que Saunière aurait fait du chantage. Et ça marcherait. Parce que c'est pas repris souvent parce que ça fait moins trésor, c'est moins exotique. Parce que là, on retourne, c'est là ce qu'il a trouvé des parchemins dans la fameuse pilier visigothique. Au début, les affaires il y avait toute la famille Eaupoul qui était là-dedans. Là. Et ça révélait qu'il y avait une descendance des rois mérovingiens après l'usurpation carolingienne. Ouais. Et là, on revient à la dalle aux chevaliers. C'est ça qui fait le lien. On revient à la descendance de Jésus aussi, là, avec les rois mérovingiens. Oui, c'est ça. Ouais. Mais ça l'a été dit après. C'est ça. Ça l'a été dit après. Mais là, faut que je vous lise quelque chose qui va faire sens. En 1873, le comte de Chambord a renoncé au trône parce qu'il ne pouvait accepter le drapeau tricolore hérité de la Révolution française. Okay. Quand je te parlais de la politique. Là. Oui. Il est mort sans descendant. C'est un monarchiste et non un républicain, en ça. Je pense que oui. Quelle révolution eût été dans les années 1880? Au moment que Béranger Saunière arrive à Rennes-le-Château, la preuve de l'existence de descendants de la lignée mérovingienne.
ça aurait tout changé. La jeune et fragile République, qui a été votée par une voix douteuse, apparemment. La majorité aurait basculé si la comtesse de Chambord avait pu présenter un prétendant mérovingien. Ces documents auraient pu changer l'histoire de la France, d'où le chantage. Tu sais, Béranger va voir les hauts de ce monde puis dit, gars, moi là j'ai la preuve que et s'il m'arrive quelque chose, il y a des gens qui vont la sortir. C'est ça. Moi, c'est caché. C'est caché. Ouais. Si tu me payes pas, je vais le savoir. Mais quand tu es maître chanteur, il faut que tu protèges ta vie, parce que tu peux te faire plomber assez vite, merci. Là. Oui. Et voilà. Mais ça, je l'aime, cette hypothèse-là, parce qu'à un moment donné, Saunière est pauvre. Il vient riche et il y a des Mais le chantage qu'il aurait mené contre ces gens-là, est-ce que ces gens-là étaient assez riches? Ah ben oui. Ah oui? Oh oui. Ah oui? Oh, oui. OK. Ah, ben ça fait du sens, ça. Puis même que pour préserver ce secret-là, écoute, Saunière écrivait... D'où là, excuse-moi de t'interrompre, mais d'où le fait qu'à sa mort, tout a arrêté. La menace est tombée, elle n'est pas venue riche, ça n'a pas continué, cela. Là. Alors, ça l'explique pas mal. Ça fait moins trésor. Parce que s'il avait trouvé un trésor, elle aurait continué de piger dedans, là. Puis il n'est rien arrivé, là. Fait que, elle devait peut-être même pas être au courant du chantage en question qui se faisait. Mais pourquoi elle aurait dit vous marchez sur le trésor de... Mais ça, elle l'aurait dit, ça c'est son... à un moment donné, ça c'est plus loin. Il y a quelqu'un qui va arriver en 1955, quelques années avant qu'elle meure. Il va devenir ami avec elle. Elle va lui léguer la villa, puis quelques terrains. Oui, je l'ai. Mais ça, il n'est pas critiqué, il n'est pas catholique, les clics, là, lui. Il paraît, mais là, je sais pas. Il est mort, il y a pas longtemps. Là, je cherche le nom. Ouais. Je me souviens d'avoir lu quelque chose là-dessus. En tout cas, elle est devenue sa maîtresse, là, à ce gars-là. Plus genre sa femme. Même sa femme, oui, OK. Ouais. Mais elle a légué ces choses. Est-ce qu'il est encore vivant? Il est mort, là, quelques années. OK. Là, quelques années. OK. D'autres hypothèses? Non, juste pour la continuer, Saunière écrivait un journal à tous les jours. Tous les jours, la température qu'il recevait, comment ça y coûtait, Sauf, il y a une journée où est-ce qu'il n'y a absolument rien. La page est vide, c'est le 1er novembre 1897. Et qu'est-ce qui se passe cette journée-là? L'abbé, le curé Gélis Antoine Jean se fait tuer. Okay. Le gars qui l'a tué, c'est quelqu'un qu'il connaissait parce que Gélis était très peureux. Il laissait rentrer personne. Le soir, tout était barré. C'est prouvé que la personne qui l'a tué était je pense qu'il y a 14 fractures du crâne. Oh. Et le gars qui l'a tué, l'homme qui l'a tué, cherche quelque chose. Parce qu'il y a plein de monnaie, il y a plein d'argent. S'il l'a frappé comme ça, c'est qu'il voulait le faire parler aussi. Peut-être aussi. Puis lui cherche il a cherché de quoi qu'il n'a pas trouvé. Parce que ils vont trouver un petit peu plus tard 683 francs en or et en billets. Puis quelques années plus tard, ils vont trouver 13 000 francs en or. Tout était caché. Fait que lui, il était riche, ce qui est pas normal encore pour un prêtre. Donc, est-ce que les deux faisaient du chantage puis qu'il y en a un qui a voulu tuer l'autre? Ça ferait partie de la théorie du chantage. Moi, j'aime bien ça. OK. Toi, t'es allé sur place, c'est sûr. 2 fois. T'as pris des photos, puis ainsi de suite. T'as filé la place, comme on dit. Est-ce qu'il reste quelque chose de ces jardins-là, de ce palace-là? Tout est là, sauf que lorsque j'ai été là, la verrière, il y avait plein de vitres de cassées. C'était triste. Mais moi, je suis allé hors saison. Il y avait presque personne. Mais il casse les vitres hors saison puis il les répare en saison, quoi. Je sais pas. C'était triste. Il n'y a pas un patrimoine derrière ça, probablement. Là, qui s'occupe de ça. Ou qui avait été cassé la veille de mon arrivée, je ne sais pas. Mais c'est en démanche, c'est tout beau, ça vaut-tu la peine? Ah oui, c'est beau. Allez voir ça sent le trésor. Et quand tu regardes ça, est-ce que tu dis oui, shit, ça a dû coûter cher faire ça? C'est cher. Parce que tu vois, là, il y a une espèce de petit musée. Toutes ces choses, ça sert d'auto, là. T'as des peintures. Moi, j'ai l'image. Je suis devant une grosse
peinture est bleue. En tout cas. Et là, il y a un gars qui passe à côté de moi. Tu sais, tout le monde sont là, puis ils prennent des notes. Le gars passe à côté de moi, puis il me dit, vous savez, cette peinture-là, là, elle vaut très cher. Vous avez aucune idée de tout ce qui est caché dans cette peinture-là. Tu sais, tout le monde elle surveille. Ça prend des notes. Il faut pas que tu regardes. C'est quelque chose. Et il y a un trou. Il y a un immense trou qui apparemment aurait été fait par Robert Charroux qui cherchait le trésor. Oui. Mais il y a quelqu'un qui me dit Il est accusé de ça, là. Mais il y a quelqu'un qui me dit que c'était pas lui. Non, je sais, mais je me rappelle de ça, qu'il avait été accusé de saccager Rennes le Château. Ça, je me souviens très, très bien de ça. Bon, écoute. Toi, ton feeling, c'est quoi? J'aime bien la théorie du chantage. Alors, il n'y aurait pas de trésor à Rennes-le-Château. Il n'y aurait jamais eu de trésor, parce que si c'est un chantage, il a été payé cash, point final. Voilà. Ce qui expliquerait ce que je t'ai dit tout à l'heure, qui était la question que je me posais. Tu peux pas trouver de l'or puis changer ça en argent comme ça. Il faut que tu ailles en quelque part, dans une banque, puis il y a des traces de ça, il y a des noms, tu peux pas arriver avec un sac d'or, mettre ça, puis dire au banquier, donne-moi de l'argent pour. Ça marche pas de même. Apparemment qu'il y avait un compte en Hongrie. Puis concernant le fameux curé Gélis qui a été tué, sur les lieux, il y a un papier à cigarette qui a été trouvé qui s'appelait, la marque, c'était Lodzar. Puis ça, c'est une marque de cigarette de Hongrie où ce que Béranger Saunière se serait rendu et qui aurait eu un compte de banque. Donc, Hongrois qui est allé là. Voilà. OK. Donc, soit du chantage ou un trésor. C'est ça. Chantage, soit pour y a pas de trésor. Pour les rois ou pour l'Église disant, écoute, moi, je sais que Jésus, il est pas mort sur la croix. Si je rends ça public, moi, j'ai les papiers, payez-moi, Ah, OK. Alors, ça, dans ce cas-là, c'est chantage, un compte de banque en Hongrie ou carrément un trésor. Voilà. Un des deux. Puis Marie Delarno, soit qu'elle savait, elle en a bénéficié, on le sait, mais soit qu'elle savait tout ou elle savait rien. Parce qu'il n'était pas obligé de tout y dire, là. Tu sais? Mais ça, on ne saura jamais. Mais l'Église, que le chemin de croix est à l'envers, puis t'as tout. Écoute, ça reste encore un mystère. C'est un gros mystère. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Bon, dis-moi qu'il voulait que tu résous ça ce matin, puis... J'ai même fait du détecteur, tu sais, qui a une grosse pancarte qu'il est marqué... Il nous reste 5 minutes. Merci beaucoup, Jean Morissette. Merci infiniment. C'est un plaisir. On se revoit le 14 janvier. En fait, on se revoit pas, nous, parce que c'est déjà fait, mais on aura ton superbe émission en passant qu'on a fait, que tu nous as permis d'enregistrer. Ça va être diffusé le 14. La semaine prochaine, je vous répète que c'est Cathy, un peu dans le même genre que Céline et Annick pour les gens qui sont là. Là, je vais m'adresser à Guillaume Raté-Côté. Bonjour, Guillaume. Oui, monsieur, bonjour. Bonjour. Metteur en ondes. Le metteur en ondes, mais tu es en charge de la programmation aussi. Puis moi, je me suis dit, ce serait le fun que tu nous parles un peu de ta station, parce que il se passe des choses ici il se passe beaucoup de choses qu'on soupçonne pas. Content que tu me lances la rondelle, Jean. Je veux saluer tes auditeurs qui sont extrêmement nombreux, qui ont fait sauter notre serveur la première fois. On accueille ces gens-là, mais il n'y a pas, juste Jean Cazot. Je veux dire, je sais que tu es content que je le dise. Il y a énormément de matériel. C'est pas pour rien qu'on est allé chercher Jean Cazot, par exemple. C'est qu'on est spécial et il y a d'autres émissions de cet acabit-là, déjanté, pas conventionnel. Alternatif, effectivement. Du lundi au vendredi, en fait. Qui est flyé de même ici? C'est le Human du lundi au vendredi, maintenant. 10h à midi, il y a Marie-Josée Saint-Pierre, t'en as parlé un peu tout à l'heure. Il y a Nicole Falardeau. Non, tu parlais, toi, de... Moi, je parlais de Marie-Pierre Michaud. Marie-Pierre Michaud, ça m'en fait des noms à retenir pour ce cadre Human-là. Prendre des notes aussi. Mais j'ai... bien sûr. Nathalie Jean. Oui, mais elle fait quoi? Psychologue, elle, qui va parler de développement personnel beaucoup et de gestion des émotions, gestion des pensées. Ça, j'aurais besoin de ça. et tout le monde a besoin de ça.
Mais elle va rentrer dans peut-être des fois un peu plus ésotérique. Ça dépend vraiment des émissions. Ah bon? Diane Gagnon aussi peut faire beaucoup de psychologie, mais d'un autre côté, va rentrer des fois dans quelqu'un qui parle des anges, exemple. Il y a toutes sortes d'entrecroisements aussi dans ces émissions-là. Ils se lancent la rondelle, ils s'interviewent l'un l'autre. Ça, sur le site de CJMD, on les retrouve, ces gens-là. Là. Effectivement, tous des gens de grande qualité. Là, le Human à CJMD, c'est fait pour vous. Vous écoutez en ce moment, ça se continue toute la semaine. Il y a seulement dimanche où c'est pas présent et c'est le moment de la playlist qu'on appelle la musique à CJMD aussi. C'est alternatif, ça fait changement. Je vous invite à garder une oreille là-dessus. Il y a les émissions courantes d'affaires publiques comme la mienne du lundi au jeudi. T'as un morning? Ça, c'est de l'affaire publique plus sportive. J'ai un morning, effectivement, qui est alternatif. C'est la seule émission axée sur le sport le matin. Dans toute la région. Même, je serais surpris de trouver ça ailleurs au Québec. Okay. Alors, donc, William Boivin qui fait ça. Tu sais, tu disais aussi, je suis directeur de la programmation. Il fait ça en même temps que être le vrai directeur de la programmation. Moi, évidemment, je chapeaute, là, on met des choses en place par les temps qui courent, mais il est directeur de la programmation. Ça, c'est le petit délicat que j'ai rencontré. Le petit subtil, là, oui, quand tu le vois de même, tu t'attends pas à ce qu'il puisse développer aussi précisément. Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau à Lévis? Quand je suis venu au party de Noël avant-hier, là, ça mesure tout 6 pieds 8. Ah, il y a du monde de Québec aussi, mais il y en a un, Nicolas Garretti, c'est pas des blagues, je pense que c'est ça, 6 pieds 8. Pas de bon. Il y en a une couple de grands gaillards ici. Un autre aussi, un grand, là, il a le même âge que moi, là, et mon Dieu. Oui, Monsieur Baudouin, qui va être là tout à l'heure. Je vous invite à pas manquer ça. Au fil du temps, c'est direct dans les cordes des auditeurs d'actuellement, en passant. Mais ouais, on a du grand monde. On attire les spécimens ici, Jean. Qu'est-ce que tu veux, que ça soit physique ou mental, les deux sont souvent ensemble. Freak show. Mais on est beau. Je vais poster la photo bientôt qu'on a pris, là, une maudite belle gang. Non, c'est vrai. Physiquement aussi, même si j'ai dit à Guillaume, je suis venu à leur party de Noël qui était avant-hier, ça, c'était avant-hier. Quand j'étais à jeun, quand je suis sorti de là. C'est avant-hier, ça? Oui. J'ai dit, c'est le premier party de radio à vie où il n'y a pas un super-égo qui rentre, là, qui se bombe le torse, puis tout le monde se met à genoux devant lui, là, tu sais, comme tu vis dans les radios commerciales quand t'as des vedettes. J'ai dit, c'est la première fois qu'il y a un party de bureau qui est sain, puis qui est le fun. Mais l'attitude ici... Il n'y a pas ça, là, il n'y a pas cette vibe-là. Ces attitudes négatives-là sont pas... Je permets pas ça, moi. C'est pas compliqué, ça va être out assez vite. Quand même quelqu'un arrive avec sa gang comme toi, là, mais ça, je l'ai senti tout de suite aussi, c'est pour ça que je te l'ai offert demain.